Eh ben je sais, on vous a manqué. 2 semaines sans podcast, sans Brap Show, c'était dur pour vous, c'était dur pour nous, mais ne craignez rien, nous sommes de retour, le Brap Show est là, l'épisode 31 va venir remplir vos cœurs. Le Brap Show en partenariat avec MGT Design et MGT Design Racewear. Donc si, comme Jérémy, un jour vous vous êtes dit « Oh, j'aimerais trop avoir une déco avec mon chat sur la moto, mais mince, ça n'existe pas », et ben vous savez quoi? Faites comme Jérémy, contactez MGT Design et puis demandez-leur, parce que la déco au 25 mars 2025, elle n'existe pas, mais il suffit de la demander à MGT Design, et la déco avec le chat de Jérémy existera d'ici... C'est quoi les délais chez MGT Design? En moyenne, on est sur 24-72 heures pour avoir sa maquette. Ouais. Après, en moyenne, 5 jours de fabrication et 24-72 heures de livraison. Après, c'est des délais qui sont moyens et qui dépendent un peu aussi de l'affluence de commandes, mais en moyenne, c'est ça. Donc, en gros de gros, si on prend tout, entre le moment où vous envoyez un message à MGT Design en disant « Je veux le chat de Jérémy sur la plaque avant de ma moto, de ma KX », 2 semaines après, c'est là. C'est ça. 2 semaines après, le chat de Jérémy est sur votre moto. Donc faites comme Jérémy, n'attendez plus, contactez MGT Design sur Instagram, @mgtdesign-mx. Et ensuite, vous avez MGT Design Racewear, parce que si vous voulez le chat de Jérémy également sur la tenue, mais c'est aussi possible maintenant. 2025, c'est une année incroyable. Donc MGT Design Racewear, vous pouvez faire tout comme pour les décos, des tenues 200% perso, et il y en a une à gagner avec le concours Brap Show MGT Design Racewear. Il vous suffit de nous dire dans les commentaires de cette vidéo qui sera champion 450 Supercross, qui sera champion en 250 côte Est et côte Ouest. Ceux qui, sur les épisodes précédents, ont pronostiqué Max Anstey, malheureusement, ça ne va pas être possible. Donc, il est temps de changer votre pronostic. N'hésitez pas à participer à chaque vidéo que vous regarderez, car à la fin de la saison, on va tirer au sort une vidéo, et parmi les commentaires de cette vidéo, on tirera au sort un gagnant parmi les pronostics qui ont bon. S'il n'y en a pas, on changera de vidéo, évidemment. On trouvera un gagnant quoi qu'il arrive. Sinon, on tirera au sort un commentaire. Mais il y aura un gagnant à la fin, donc il faut participer. Nous, on va parler du Supercross de Birmingham. On va parler du MXGP d'Europe qui a eu lieu à Saint-Jean-d'Angély, puisque moi, je suis content, j'y étais. Et on va parler aussi de ce qu'a fait Mister Brab ce week-end, parce que c'était pas que le championnat du monde de motocross en France, il y avait aussi l'ouverture de la Ligue Île-de-France à Fublen. Et Mister Brab, il a participé. Et de ce que j'ai entendu dire, il a bien kiffé. Il était prêt, physiquement, la moto, tout nickel, l'équipement, la déco MGT Design, tout était collé. Donc il va nous raconter un petit peu son week-end aussi. J'ai préparé cet épisode en 5, bon, ça fera 6 avec la Ligue Île-de-France, mais donc il y a 6 segments. Il y a la section j'ai aimé, la section j'ai pas aimé, la section j'ai été surpris, j'ai la question qui ne mérite pas d'être posée, mais que je me suis posée en regardant la course. Donc, je te la poserai et on verra ce qu'on en pense. Et ensuite, il y a la petite section MXGP, bien sûr. Alors, on va commencer. Supercross de Birmingham, j'ai aimé, j'ai noté. J'ai aimé le terrain, j'ai aimé la course de Sexton, la deuxième manche de Malcolm, la météo, le retour de Craig, le wheel tap de Webb dans les whoops et le top 10 de Faulkner. Tu veux commencer par quoi? Fait dans l'ordre, j'ai pas de préférence. Alors, j'ai aimé le terrain. Le terrain, j'ai trouvé le tracé relativement original, étant donné qu'on était surtout dans un stade rectangulaire de foot. Mais pour une fois, c'était pas juste le départ qui fait toute la longueur ou le départ sur le côté. Et c'est un tracé qu'on n'a pas eu. Donc le départ faisait à peu près la moitié de la longueur. On avait du coup 2 largeurs, même 3 largeurs en fait, parce qu'il y en avait un aller-retour, puis ça repartait vers le pont. Donc on avait ce petit tunnel avec le 3/4 de tour dans le sable. Donc plein de choses un peu différentes. Les enchaînements étaient sympas. Il n'y avait pas de saut énorme, mais plusieurs combinaisons possibles. Et on avait un tour en 57 secondes. Mm. Et donc, oui, comme je disais, pas de saut énorme, mais j'ai l'impression quand même que... Alors, ça paraissait un petit peu étroit et pas forcément facile de doubler, mais il y avait l'air quand même d'y avoir moyen de faire de la différence. Et au final, on a vu des pilotes comme Malcolm en deuxième manche qui doublent pas mal de monde. Webb qui tombe en première manche, il remonte quand même 7ème sur une course qui est assez courte. Donc ouais, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite piste? Ouais, c'était sympa. Moi, je suis juste un peu sur ma faim avec la section sable, qui je trouve ne fonctionnait pas très bien. C'était quand même très souvent, alors quelques rares fois, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, des extérieurs qui ont pu fonctionner un petit peu, mais de manière générale, à chaque fois, en fait, c'était tout le monde dans l'intérieur et celui qui allait dans l'extérieur, c'était pour éviter de se prendre tout le sable dans la tronche, quoi. Mais à la fin, il y avait ni l'un ni l'autre qui gagnait réellement de temps, et même
je pense que l'extérieur perdait quand même un petit peu. Donc ouais, j'aurais fait des bosses un peu plus grosses dans l'intérieur pour essayer de faire un peu plus fonctionner l'extérieur de la section sable. Mais à part ça, ouais, les quarts de tour, ça ouvrait vachement les dépassements en fait. C'est que ceux qui allaient chercher l'extérieur pour aller faire double ou triple, tu vois, ça ouvrait la porte à celui qui venait dans l'intérieur. Je sais que Mhm. Stewart, justement, il a fait pas mal de dépassements ici, là, à venir se mettre dans l'intérieur, se caler devant le pilote et qui, du coup, est obligé de piler. Sur Plessinger, il l'a fait 2 fois. Sur Roxanne, il l'a fait aussi. Donc, ça ouvrait pas mal de dépassements. Et sinon, ouais, dans l'ensemble, était sympa. Ouais, et c'est d'ailleurs marrant que tu notes ça parce que les pilotes, généralement, ils n'aiment pas trop les quarts de tour sur les terrains de Mm. supercross, justement parce que c'est un peu monotrajectoire, surtout s'il y a du grip. La plupart du temps, tu vas le prendre à la corde. C'est vrai qu'après, les quarts de tour, il y a parfois un manque d'un relevé conséquent à l'extérieur pour aller chercher peut-être un saut plus gros si c'est un enchaînement ou quelque chose comme ça. Là, c'est vrai que ouais, ça permettait de faire un combo différent dans l'enchaînement Bah c'est et de ça. faire Là, c'était intéressant parce qu'au final, c'était plus intéressant de faire double, d'aller dans l'extérieur et de faire double en sortie de virage que d'enrouler la première et de faire l'enchaînement ensuite de la grosse, de la Mhm. deuxième. Donc au final, la façon dont l'enchaînement était pensé derrière, c'était plus rapide de faire extérieur, mais à la fois, il y avait cette possibilité de se faire choper l'inter quoi, en prenant justement à la corde. Donc c'était pas trop mal, c'était pas trop monotrajectoire. Au contraire, quoi, ils avaient plus tendance à aller vers l'extérieur. Mais bah, effectivement, derrière, ça ouvrait la porte. Donc, quand tu es collé aux fesses, tu te dis bah, je serre l'intérieur et je vais enrouler la bosse. Mais si l'autre il le lit et qu'il va dans l'extérieur, il ira plus vite dans l'enchaînement. Donc, c'est dans le virage après. Donc, il y avait cette prise de décision à faire. C'était pas mal. Et pour revenir au sable, il y a dans la deuxième manche 450, je crois, il y a une trace qui s'est ouverte où ils contournaient juste la grosse bosse. En fait, ils n'allaient pas complètement à Hmm. l'extérieur. Et celle-ci était pas trop mal. J'ai trouvé que j'ai l'impression que c'était même la meilleure au final sur la fin de cette manche-ci. Mais c'est vrai que ouais, sinon, de manière générale, on n'a pas trop vu de dépassement dans le sable. Mais bon, j'ai pas. Après, on peut pas non plus doubler partout, quoi. Donc, Non, mais enfin justement, je trouve que le sable, c'est un peu le truc qui va redistribuer les cartes et sur lequel. Enfin, tu vois celui où Tomac avait fait un extérieur de fou sur Lawrence. Sur Jet Lawrence, je me souviens plus le nom oui, oui, du à circuit. San Diego. Voilà, après le triple là, bah ça je trouve que c'était intéressant parce que tu avais plein de vagues justement à l'intérieur qui en plus ralentissaient vachement, donc tu les voyais les gars au ralenti et il fallait vraiment voir un mec bombarder dans l'extérieur, mais en bombardant dans l'extérieur, ça doublait carrément l'intérieur, tu vois. Hmm. Et alors là, il avait fait un passage de fou et les autres, bah ça se matchait quand même, donc t'étais un peu là sur l'attente de ça bombarde dans l'extérieur, ça va un peu plus lentement et à la fin on en ressort où et voilà, tu as ce truc où tu sais pas trop que là, bah, ça se suivait un peu dans l'intérieur. Ceux qui allaient prendre l'extérieur, en général, bah, ouais, tu t'attendais pas trop à ce qu'ils ressortent au même niveau. Ou... Alors, des fois, ils ressortaient avec un peu plus de vitesse et ils comblaient un petit peu le retard au niveau du freinage dans le virage suivant. Mais je trouve que du coup, ouais, ça servait pas à grand chose, quoi, le sable ici, à part justement en tant que pilote, les faire chier, quoi. Ouais, peut-être que trois quarts de tour, c'est un peu trop long aussi, Ouais. parce que du coup, la différence de distance entre l'intérieur et l'extérieur se retrouve Mm. beaucoup plus grande, quoi. Ouais, ou tu vois, ou faire juste, au lieu de faire la bosse vraiment dans le virage, vu que ça fait un peu un crochet et légèrement avant d'aller dans le pont, tu vois, un moment où ça redevient un peu plus droit, Mhm. bah faire peut-être là une vraie bosse dans l'intérieur, tu vois. Peut-être même avec une base terre, comme ça on sait qu'à la fin il n'y aura pas juste une grosse ornière au milieu et qu'il faudra juste bien viser. Et là, du coup, bah, c'est pareil, tu as les deux. Donc, tu en as un qui va loin dans l'extérieur, l'autre qui va dans l'intérieur, qui prend cette bosse, tu vois l'autre. Et là, quand ça ressort, bah, c'est là Mhm. que tu. Voilà, alors qu'est-ce qui ressort en premier? Ou comme à la Monster Cup que Cianciarolo avait gagné sa première année en 450. Mhm. Euh, Dernière Monster la Cup Joker de Lane. l'histoire, d'ailleurs. La Joker Lane, tu vois. Donc là, c'est Avec carrément les une gros pains de Joker. sucre, là. Voilà, là, c'est carrément une Joker Lane. Donc c'est un bout de piste en plus, tu vois. Mais ça te fait un peu cette double trajectoire où à la fin, tu as vraiment le suspense. Tu as un truc qui va très lent, mais alors qui n'est pas plus court en distance, vu que là, c'était un morceau de piste à part, qu'ils étaient obligés de prendre au moins une fois. Mais tu as ce suspense de à la fin, ça ressort comment? Oh purée, c'est au Mhm. coude à coude et ça relance vraiment les cartes, tu vois. Donc moi, je serais partisan un peu dans les portions sable de faire un truc comme ça. Bah, peut-être quand tu fais un long virage comme ça, une vraie double trajectoire peut-être, ou tu as un truc qui est vraiment plus court, une trajectoire qui est vraiment plus courte,
mais dans laquelle bah, tu vas avoir grosse bosse, t'es au Touquet, Mhm. et un extérieur bah, un peu plus simple, juste du sable, et que vraiment bah, t'en ressortes à la fin en te demandant souvent à Daytona, t'as ça, quoi. Tu vois ça, Mhm. là, les doubles trajectoires avec les bottes de paille carrément au milieu, et tu te dis vraiment, ah, ça fait inter, exter, exter, inter, etc. Et tu te demandes vraiment à la fin, hop, ah ouais, comment ça ressort, tu vois. T'as le Ouais, suspense jusqu'au bout. je vois. Bon, sinon, c'est vrai que le reste du terrain, ça marchait quand même bien. Mm. Dans j'ai aimé, il y a la course de Sexton. Sexton, il a survolé la compétition et je ne sais pas s'il a testé, s'il s'est reposé ou quoi pendant le week-end de pause, mais en tout cas, il est revenu revigoré. Et ouais, le top de Sexton, quoi. Ouais, bah, moi, je te l'ai dit, hein, que c'est bon. Et tu vois, il a appris de ses erreurs. Début de saison, il teste, il va chercher Webb pour y aller avec la manière. Là, j'aurais aimé hein, aussi, tu sais, qu'il y aille en dernière manche et qu'il aille lui montrer c'est qui le patron. Mais le plus intelligent à faire, c'était pas ça. Surtout que même en doublant Webb, au final, ça le met à égalité de points, je crois, avec Roxen. Et il avait quand même l'avantage avec la dernière manche Webb. Donc ça n'aurait rien changé s'il était parti Hmm. doubler Webb pendant un moment de la finale, parce qu'en plus après Roxen a dégringolé, justement il y a Stewart qui l'a passé, etc. Donc quoi qu'il arrive, Webb, ça n'aurait rien changé pour lui au général, donc il n'y avait pas d'intérêt à aller le chercher. Et du coup il a fait la course qu'il aurait dû faire justement il y a quelques semaines auparavant, et il a tenté la première fois, ça n'a pas marché, il a perdu des points, bah, il l'a pas fait deux fois, donc c'est bien. Ouais, mais vraiment juste le regarder rouler en fait, c'était dans la deuxième manche surtout, juste regarder Sexton, enfin les deux premières, parce que la troisième il avait l'air un petit peu moins à l'aise, mais les deux premières manches, juste regarder Sexton rouler, c'était plaisant en fait. Ah putain, le taquet qu'il a mis Anderson par contre, hein. Ah ouais, moi j'ai aimé, mais j'étais kécho un peu. Mais après, je pense qu'il s'est fait surprendre lui aussi, parce que tu le vois qu'avec cette petite bosse, quand il arrive très fort dans l'intérieur, Mhm. et avec cette petite bosse, bah, ça lui surélève les roues. Donc là, il n'y a plus de contact avec le sol, il peut plus freiner. Et au moment où il atterrit, pareil, il glisse un petit peu avant d'aller lui Bon, arracher la en voûte vrai, avant. ouais, mais il y avait rien de méchant, hein. Non, mais bon, Mm. c'était quand même Après, très non, agressif. mais si t'es Anderson, déjà, il a eu un avertissement le tour d'avant. Tu sais que t'es moins rapide. À un moment donné, tu vas te faire doubler. Donc, quand tu prends un bloc pass, il faut aussi savoir laisser l'espace. Ouais, enfin Et puis, là, Anderson, c'est loin d'être le dernier à faire ce ah genre de non, c'est dépassement, sûr, hein, donc, c'est sûr, c'est sûr, mais tu vois, même les commentateurs, ils en parlaient en mode attention au payback, hein, parce que ah oui, oui, c'est surtout avec sûr. Anderson et tout. C'est sûr. Mais et d'ailleurs, il a essayé, hein, c'était en première manche, Ouais. et en deuxième manche, Bon, il était dans son je sais intérieur au pas s'il a départ. essayé, mais je pense qu'il a voulu. Oui, Mais oui, il a même il a pas eu voulu l'opportunité le serrer d'essayer, un hein. peu et lui prendre un peu la roue avant. Non, mais non, là, Sexton, il est quand même très fort. C'était pas juste un bloc pass, il allait vraiment lui arracher la roue avant. Bah, ça allait très vite, mais le contact n'était pas hyper violent, quoi. Oui, il lui a arraché la roue avant avec sa roue arrière, Ouais, enfin, c'était pas mais juste un bloc pass, c'était un bloc pass bien appuyé. Et non, à la Anderson ou à la Barcia, tu vois, quand même. moi j'ai trouvé que Il de n'est toute pas allé façon, tout droit sur lui. il fallait le faire, surtout quand tu connais Anderson. Si tu vas à moitié, c'est lui qui va te le faire le virage d'après. Donc, moi, je trouvais que c'était nickel. Mhm. Ah, moi aussi j'ai bien aimé, mais j'étais étonné de Sexton, parce qu'en général justement, alors c'est pas un Roxen qui va essayer de doubler juste à la régulière sans te toucher dans un enchaînement en essayant d'aller plus vite que toi, mais c'est pas non plus le genre de pilote à aller mettre justement du gros bloc pass, à aller te mettre par terre. Enfin, je trouve qu'il est très respectueux dans sa façon de rouler, et même face à Anderson, tu vois, on l'a déjà eu bah, quand il est parti dernier, À Sexton. Détroit, ouais. Voilà, et qu'il est remonté, où les deux justement, ça s'est attendu un peu dans les virages, ça s'est Mm. bloqué, ça a fermé les portes un peu, c'était un peu sketchy à certains moments. Bah tu vois que Sexton, alors pourtant justement il y avait des places à aller grappiller, genre j'ai pas le temps avec toi mec, je suis parti dernier, je viens de te montrer 15 secondes, me saoule pas quoi, décale. J'ai pas le temps. Et ben je trouve qu'il a été relativement patient, et lui a mis un bloc pass, genre bah, voilà, là je suis dans ton intérieur, t'as plus d'endroit où passer, hop j'y vais. Là je trouve qu'il est arrivé vraiment appuyé. Le tour d'avant, tu vois, il est venu prendre l'ornière juste avant. Et moi je pensais qu'il allait refaire la même chose. Là il est carrément monté et il a laissé de place pour personne. Donc tu vois, je trouve que c'est même pas Anderson qui s'est pas laissé prendre la position, c'est que là il pouvait rien faire, c'est pas arrivé sur la fin du C'est virage. probablement arrivé trop vite. Il a rien eu le temps de Ah voir, je ouais, pense, et Anderson. je Mais pense que Sexton s'est fait un peu surprendre aussi, parce que on l'a vu vraiment engagé dès le saut d'arrivée à réaccélérer très fort pour aller justement lui le bloc passer à cet endroit-là. Et vu qu'il y avait une première bosse et une deuxième petite bosse là avant le virage, cette deuxième petite bosse, tu vois qu'elle le fait décoller. Et quand il atterrit, tu as les roues qui glissent un peu, qui adhèrent plus, qui freinent plus aussi bien, et qui le font arriver super vite sur lui, tu vois. Mais comme il a appris. Non, Anderson en plus son triple crown là, vraiment, je crois que lui il a dû passer un mauvais lundi là. ah ouais, il a pas passé un bon Dans week-end. toutes les manches. Mais alors la dernière, c'était vraiment le Anderson. Mais je trouve que c'est pas la première fois que ça arrive, que quand il est pas dedans, il est pas dedans. Et du coup, mais t'as l'impression de voir un débutant presque. Parce que là, la dernière manche,
Enfin, déjà, sur le Webb, quand il le double, il le prend pas l'avant, lui, pour le coup. Webb, il lui laisse la place, il n'y a pas de contact entre les deux. Il se mange. Et alors, la dernière manche, hop, hop, sur le côté. Et genre, tu vois, je sais pas, genre à bout, je fais la journée où il n'y a rien qui va, tu vois. Ouais. Et je trouve que l'année dernière, c'était déjà arrivé. Il y a quelques années aussi, je crois que c'était l'année où il allait être papa. Et du coup, je crois qu'il disait justement qu'il était fatigué. Mm. Parce que la nuit d'avant, au final, il avait passé la nuit à l'hôpital ou je sais plus trop quoi. Donc bon, là, tu vois, ça s'expliquait un peu par ça. Peut-être pas dedans du tout et du coup, pas alerte. Mais là, j'ai trouvé un peu pareil. J'ai l'impression que le premier contact avec Sexton, ça lui a mis un coup dans la tête, quoi. Et Ouais. qu'après, il était plus trop là, quoi. Mais après, pour en revenir avec le dépassement de Sexton, Anderson, il aurait dû anticiper tout simplement, il aurait dû fermer la porte. Enfin, il a déjà eu un avertissement le tour d'avant. Pendant tout le tour, il entend que Sexton il est toujours là, il est pas parti nulle part. Tu serres l'intérieur en entrant dans le virage. Et là, t'évites complètement ce genre de situation, tu vois. Oh, mais tu vois, regarde, il a fait la même sur Plessinger. Alors, sur Plessinger, je pense qu'il arrive un peu moins en retard. C'est-à-dire qu'il arrive plus à son Ouais. niveau et du coup, Plessinger, il peut même le voir genre à l'entrée du virage pour essayer de voilà, monter et recouper, tu vois, attendre et essayer de Mais tu recouper vois, sur un Cooper derrière lui. Webb, ce dépassement, jamais il peut le faire. Webb, il vire trop bas. Non, mais Si parce tu que le fais, ouais, ça fait Musquin sur Tomac ouais, en 2010-18. mais parce que Webb, il prend tous ses virages comme ça. Donc, Webb, Ouais. il est un peu chiant. Mais Mais quand tu dois défendre une position, bah, à un moment donné, il faut le faire aussi, tu vois. Faut être chiant et te mettre au milieu de la piste et faire Vince Freeze. ah oui, oui, c'est Voilà, sûr. prendre toute Non, la mais de place, toute quoi. façon, pour éviter le dépassement, oui, c'est ce qu'il aurait dû faire. Après, moi, je parle juste du dépassement. C'est que je m'y attendais pas et je m'attendais vraiment à ce que sur le podium, tu vois, j'ai laissé juste cette interview-là. Je m'attendais à ce que sur le podium, ils disent ouais, désolé aussi pour Anderson. En gros, je voulais, enfin, moi, je suis pas là pour mettre les gens par terre et je voulais pas que ce soit aussi agressif et tout. Il a pas dit un mot. Il a pas dit un mot. Je suis pas fou, j'ai bien Ouais, écouté toute l'interview. Il a pas j'avoue dit que un mot. j'ai pas suivi toutes les interviews, mais Ah, moi, j'ai juste regardé celle-là et il a pas dit un mot. Genre. tu sais, il s'en souvenait peut-être même plus. Hein, mais parce que je te dis, Anderson, il aurait pu freiner. Après, il a peut-être pas vu, c'est peut-être arrivé trop vite, tu vois. Mais il y a un monde où Anderson, il aurait pu freiner et éviter le contact aussi. Et, et en plus, c'est vraiment la roue arrière de Sexton qui va chercher la roue avant de Tomac. Mais Sexton, en plus, il arrive, il fait son bloc Anderson. pass super vite. Oui, Anderson, pardon. Il arrive, il fait son bloc pass, il prend son virage où il laisse de la place pour personne. Mais tu vois, à aucun moment, la trajectoire, elle vise le contact. Le contact, c'est un peu une conséquence malheureuse, entre guillemets. Ouais, mais là, Et il prend était son, inévitable parce et qu'il il prend, y allait là où il y avait la moto d'Anderson aussi, quoi. et il prend son virage pleine balle et il est reparti. Et Sauf que lui, il a même pas bougé rien, quoi. Ça l'a même pas secoué et tout. Il, a C'est peut-être- un il- bras. il était peut-être même pas au courant qu'il a fait tomber Anderson, tu vois, parce que d'ici à ce qu'il fasse l'épingle, Anderson était peut-être déjà debout et ouais, je sais pas, peut-être ici, il doit sûrement le savoir, Ouais. mais ouais, il y avait rien de méchant. Hein. Je trouvais ça agressif. Et ça m'a pas dérangé. J'aime ce genre de course, mais c'est vrai que j'étais assez étonné parce que c'était très appuyé et justement, c'est pas spécialement le style de Sexton. Moi, je m'attendais à ce qu'il revienne, soit qu'il reprenne sa petite ornière à l'intérieur, tu vois, en poussant justement là, le freinage, il aurait été au même niveau que lui. Mais c'est sûr qu'après, dans le virage d'après, il aurait pas eu l'intérieur. Donc, ça aurait été embêtant pour le virage qui suit. Mais non, ouais, je m'attendais pas à ce qu'il aille vraiment lui arracher l'avant comme ça, tu vois, et même qu'il y ait contact. Mais ouais. Très rapidement, dans GME, j'avais mis la météo aussi, parce que bon, faut savoir que maintenant, on va avoir que des stades ouverts. Il n'y a plus de dômes, comme ils appellent ça aux États-Unis. Il n'y a plus de stade avec un toit. Donc, le fait qu'on n'ait pas eu de pluie à Birmingham, comme l'année dernière, c'était le cas. Ça m'a bien plu aussi. C'est vrai que ça a permis d'avoir une piste et des courses vraiment très, très cool à regarder. Avant qu'on enchaîne sur les parties GME, tu vas te commander ton petit t-shirt avec le mugshot de Digan. Le mugshot. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle la photo Ah que ouais, tu prends au poste quand tu t'es fait arrêter. ok. Non, 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 je vais pas acheter ça, mais c'est vrai que quand j'ai regardé, je me suis dit, putain, c'est malin l'autodérision, parce qu'il savait très bien que ça allait jacter sur lui, parce que moi, bon, le premier truc que j'ai vu, de toute façon, comment j'ai eu l'info, c'est justement une page qui font comme Moto même, les trucs comme ça, Ouais. qui se foutaient de sa tronche. Là, ils ont mis, j'avais vu une photo où c'était. Je me souviens plus exactement de ce qu'il disait dessus, mais c'était une photo de lui avec un bracelet au niveau Ah oui, au oui, niveau oui. du pied, là, tu vois. Ouais.
Et ils avaient dit le nouveau, je sais plus quoi, chez Star Racing. Enfin bon, bref, ils se foutaient un peu de La sa nouvelle gueule. botte Alpine Star, il Ah disait la ouais, c'était nouvelle peut-être un tech, truc comme ça. tech, je sais plus quoi. Exact. Ça, voilà, bon, j'ai vu des petits trucs comme ça et c'est comme ça que je l'ai appris ouais, au final. Mais du coup, alors attends, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il faisait des roues arrière de... Non, non, parce que c'est avec sa voiture. Ah, Donc, soit il faisait la course dans les rues, ou alors je crois que c'était en moto. il a fait des. Parce que ça disait street racing et stunt driving. Ouais. Donc, ou peut-être qu'il a même fait les deux, mais soit il faisait des donuts et des drifts dans la rue, ou alors il a carrément fait la course avec quelqu'un, ou les deux. Ouais. Mais la caution pour le libérer, pour qu'il sorte de garde à vue, était que de 1000 balles. Donc je pense qu'il n'a pas dû faire une infraction non plus dramatique, quoi. Ou alors il a de la chance, entre guillemets. Personne n'a été blessé ou quoi. Il a juste fait le con sur la route, il s'est fait choper, je pense. Ouais, Voilà tout. parce qu'à la fois, enfin, tu vois, je compare un peu ça avec en France. Si jamais tu faisais des donuts sur le parking de Carrefour, je suis pas persuadé que tu ailles au poste, Gardave, et tu dois payer une caution de Sur le 1000 parking, euros. peut-être pas, mais si tu le fais sur un rond-point ou tu vois, genre sur la voie publique, sur la route, Mhm. je sais pas si on serait à moins de 1000 euros d'amende Ah ouais. en France, si tu fais ça avec une Je Audi vois. en plus qui fait du bruit, qui va Mhm. vite. Tu vois. Ouais, Je sais pas non plus. S'il Mais y a des policiers qui nous regardent, quand je vois que n'hésitez pour pas à une petite mettre. queue de poisson, j'ai perdu 3 points et 135 balles, alors que honnêtement, il y avait quand même pas grand chose. Bon, les motards ont dit que la voiture à qui j'ai coupé la route a freiné super fort. Je crois pas que ce soit vrai, mais on va dire qu'ils savent mieux que moi puisqu'ils étaient derrière. Mais donc ouais, je pense que ouais, enfin, j'ai trouvé que 1000 dollars, surtout qu'aux États-Unis tout est un peu plus cher quand même. Mhm. Ouais, je me dis que l'infraction ne devait pas non plus être ouf, mais c'est sûr que ça fait de la mauvaise publicité. Et en même temps, Kanye West il dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, donc. Mais je sais pas si j'ai vu sur Instagram, il y avait 2 mecs qui étaient au Supercross de Birmingham en spectateur. Ils avaient déjà des t-shirts avec le mugshot de Digan dessus, hein. Et c'était pas celui. Mais c'est ça, le Digan n'avait pire. pas encore sorti le sien, tu vois. C'est il va tourner ça en son avantage. En fait, il va même faire des ronds et ces 1000 Bah, balles, il les a déjà récupérés ça va les probablement rembourser, ouais. à cette heure-là. C'est une dinguerie. C'est une folie. Bon, J'aimerais avoir ce niveau de popularité où je me fais arrêter, carrément, ça me fait des ronds. Genre, fais des conneries, ça te rapportera de l'argent. ouais. Deuxième manche de Malcolm. Alors ouais, j'ai aimé la deuxième manche de Malcolm Stewart, qui fait une belle remontée et j'ai bien cru qu'il allait peut-être aller nous chercher le Sexton. Et surtout, j'aime bien son année en fait. On est à la 9e épreuve. Il est Non, toujours là. c'était la 9e ou c'était la 10e? Là, c'était la 10e. Bon, C'était la 10e. Et il nous fait encore. Alors, il n'est pas hyper régulier. Il y a des courses où on ne le voit pas. Et il y a d'autres courses où il va être sur le podium, où il va gagner une heat. Il a gagné déjà une finale. Et c'est vraiment l'année, tu sais, j'en avais parlé un petit peu en début de saison, où je disais l'année dernière, il a fait toute l'année sans se blesser. Et je veux voir ce que ça va donner maintenant la deuxième année, vu qu'il a pu construire un petit peu. Et c'est vraiment l'année que j'espérais un petit peu de lui. Enfin, j'avoue qu'une victoire en finale, j'en attendais même pas tant. Mais voilà, quelques podiums déjà, des qualifs gagnés et même une finale. Il roule bien. C'est vraiment l'année que j'espérais de Malcolm Stewart. Ouais, c'est vrai que c'est costaud. Après, moi, j'en veux toujours plus du coup quand je le vois comme ça. J'aimerais vraiment le voir comme un prétendant au titre. Ce serait grave stylé, mais non, c'est sûr que pour lui, enfin lui-même justement, qui disait, on en a déjà parlé aussi dans un podcast précédent, que j'avais une interview de lui qui disait qu'en gros, s'il devait s'arrêter aujourd'hui, bah, il serait fier de ce qu'il avait fait et qu'il serait content. Enfin, qu'il n'en demanderait pas spécialement plus, tu vois, je ressentais pas la fin d'en vouloir plus, donc c'est vrai que je m'attendais pas. C'était avant ou après qu'il ait gagné la finale, ça? Voilà, avant, c'était Ok. genre peut-être l'année dernière, cette interview, tu vois, Ok. où il disait, on lui parlait aussi d'être un peu dans l'ombre de son frère, tu vois, que c'était souvent au début le frère de James Stewart, on parlait un peu comme ça, et qu'à un moment donné, non, enfin j'aimerais bien aussi qu'on parle de moi en moi et de ce que j'ai fait, donc oui, j'aurais jamais le palmarès de mon frère et ni les titres qu'il a eu, mais voilà, je suis moi et je fais ce que j'ai à faire, et voilà, j'aimerais bien qu'on me connaisse pour ce que je fais. Et dedans, il disait justement que s'il devait s'arrêter aujourd'hui, qu'il serait content de sa carrière, qu'il n'aurait pas de regrets, tout ça, tout ça. Et du coup, dans cette interview, je sentais pas la fin d'en vouloir plus, tu vois, même comme un Plessinger qui, tu vois, justement, est l'image de celui qui est baba cool, toujours positif dans ses interviews ou quoi que ce soit. Enfin, il voit toujours le positif derrière tout ça, tu vois. Tu vois quand même qu'il a envie de gagner. Le garçon me dit ah ouais, je suis content et tout, mais bon, maintenant il me manque un peu ça pour aller gagner et tout. Enfin, il en parle, il l'a quand même à l'esprit, il te montre qu'il a envie d'aller chercher plus. Si tu vois, je l'avais pas ressenti dans cette interview là, donc c'est vrai que je m'attendais pas à ce que du coup
coup il gagne une Mm. finale. Je me suis dit, bon, bah, il en gagnera jamais. Enfin, à un moment donné, avec le niveau qu'il y a, si t'as pas la hargne et la déterre à gagner, tu t'entraînes pas en conséquence. Et si tu t'entraînes pas en conséquence, bah, petit à petit, voilà, tu Ouais. vas perdre le rythme et ça va devenir de plus en plus compliqué. Et au final, ouais, c'est vrai qu'il doit quand même se bouger les fesses à la Baker's Factory. Et même s'il est satisfait de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, bah, il est pas contre aller chercher Ouais. des petites choses meilleures, quoi. Mais justement, je me disais, est-ce que tu penses que, après, on ne sait pas combien de temps il va continuer encore, Malcolm, mais est-ce que tu penses que ce serait possible qu'il soit peut-être champion SX 450 un jour? Parce que moi, je pense que oui, je pense que c'est très peu probable, mais possible, je pense. Et tu vois, pour faire un petit peu le contraste, parce que je fais quand même pas partie de ces personnes-là qui disent que tout le monde peut gagner, Barcia, Plessinger, Craig, par exemple, je te dis non, ils seront jamais champions 450 Supercross. Peut-être que je vais me tromper. Je suis qui, moi, sur mon canapé? Je suis personne. J'en suis conscient. Hein. Mais à mon avis, Barcia, c'est trop tard. Il peut peut-être encore gagner des courses ici ou là, mais son meilleur niveau est derrière lui. Plessinger, je pense qu'il est à peu près au maximum de ce qu'on peut espérer de lui. C'est à peu près ça. Peut-être qu'il va être un poil mieux que l'année dernière, un poil mieux que ce qu'on voit en ce moment à un moment de sa carrière, mais je pense qu'on est à peu près au niveau du pic. Et Craig, c'est pareil. Je pense que Craig, peut-être qu'on peut revoir quelque chose de aussi bien que ce qu'on a vu, mais à mon avis, on a déjà vu le meilleur de Craig. Malcolm, je pense qu'il y a un potentiel pour être encore meilleur s'il n'y a pas de blessure, s'il y a une deuxième année comme l'année dernière, là où il continue d'empiler un petit peu l'expérience, d'accumuler de la condition physique, parce que c'est aussi ça l'avantage, c'est que quand tu te blesses pas et que tu fais toutes les courses et que tu te prépares et tout ça, bah, ta condition physique d'année en année, elle s'améliore un petit peu si tu fais les choses bien. Et le pilotage, de plus en plus à l'aise, il change encore pas de moto. Et du coup, Malcolm, je me dis, il faudrait quand même des circonstances favorables, mais je peux le voir, tu vois, peut-être en 2026, peut-être en 2027, commencer l'année très fort, un peu à la Milsaps en 2013, je crois, où Milsaps avait gardé la plaque rouge pendant super longtemps, et peut-être, et donc comme je dis, avec peut-être des circonstances favorables, un ou deux tops qui se font mal, qui ratent des courses, et lui qui arrive à surfer un peu sur un petit matelas de points qui se serait créé. Je pourrais voir peut-être Malcolm, mais je trouve pas ça impossible qu'il soit champion un jour. Peu probable, mais pas impossible. Ouais, mais il faudrait ne plus se blesser non plus, parce qu'on Ouais. voit que dès qu'il a une blessure, et puis bah, souvent pas des petites, donc il est de côté, et il manque beaucoup de temps, et il a quand même une ascension relativement lente, on va dire. Mm. Et ouais, moi, ça me paraît quand même Et il a eu compliqué. en 250 aussi, il a eu une progression assez lente, mine de rien. Mais c'est vrai que par contre, il tombe encore quand même pas mal. Mm. Et quand tu tombes, tu prends le risque de te faire mal. Ouais. Ouais. Et je suis curieux aussi du coup de voir ce que ça va donner en outdoor, parce que ça n'a jamais été un spécialiste du motocross, mais je me dis, est-ce qu'il va accrocher quelques top 5? Est-ce qu'il va peut-être faire un podium sur l'année? Ouais, je suis curieux de voir ça. Mais ça, je pense que tu vois, c'est aussi, ça a dû vachement l'aider physiquement d'avoir fait tout l'outdoor l'année dernière, parce qu'on sait que l'outdoor physiquement, c'est quand même plus costaud que le supercross. Et du coup, pour avoir une base d'endurance plus solide pour le SX cette année, ça a dû aider. Ouais, oui, c'est sûr que si à la place de faire l'outdoor, il allait manger des McDo avant ça, c'est. Après, Même juste boire de l'eau, mais assis sur un bateau à faire de la pêche, hein, c'est pas la même chose que d'aller faire C'est ça. 2 fois 30 minutes, 35 minutes dans la c'est chaleur. ça, Quoi. c'est que ça garde le rythme après. Mm. C'est que t'as pas le temps de t'endormir. Et il était déjà à la Baker's Factory avant de faire l'outdoor aussi. Ouais, l'année dernière, il était déjà à la Baker's Ok. Factory. Parce que- Depuis qu'il est chez Husky, je crois qu'il est à Baker's Factory. Ok. Et donc tu gardes le rythme, donc forcément ça aide à arriver en supercross après, toujours avec le rythme, effectivement, avec un physique qui est déjà bien installé, où tu as juste à t'entretenir, quoi. Donc c'est pas plus mal. Bon, sinon, dans J'ai aimé, il y a le retour de Craig. J'ai aimé le retour de Craig, ça fait plaisir de le voir sur la piste. Après, du coup, c'était des ligaments croisés, lui, qu'il s'est fait à l'entraînement et dont il s'est fait opérer en novembre, je crois. Et donc, première course, bon, il a dit qu'il était un petit peu malade, mais que bon, il était temps de revenir quand même. Donc, j'ai pas trop regardé son résultat. Non, j'ai pas vu Je non crois plus, qu'il j'en ai a pas vu à fait la télé. il était aux alentours du top 10. Je l'ai vu à un moment donné qu'il était 11e. Ah, cette phrase. je l'ai vu, je l'ai vu à un moment donné qu'il était 11e. Ah, j'espère que mes profs de français ne nous regardent pas. Parce que là, ils vont avoir mal. J'ai vu à un moment qu'il était 11e. Voilà.
Mais ouais, juste content de revoir Craig. Ouais, c'est. Ils ont des moyens chez Star quand même, hein, parce qu'entre tous les pilotes 250, tu te rends compte qu'en fait, ils avaient 4 pilotes 450 cette année, et qui vont peut-être avoir les 4 sur la piste d'ici quelques semaines. On croise les doigts, on espère que personne ne se fait mal et que Tomac revient avant la fin du SX, qui est prévu normalement. Mais ouais, il lâche des ronds quand même, hein, chez Star. En plus que la Yam, c'est pas la moto la moins chère. Bon, après, ça, c'est Yamaha qui fournit les motos, c'est le team d'usine. Mais... Ouais, bah ils sont même payés, je pense, non le team est, ouais, il est doit avoir payé, de- ils ont ouais, pas ouais. juste les motos gratuites. Hein. Ouais, c'était cool. Après, On l'a pas trop vu. Ouais, voilà, ça, tu le vois pas. Et puis, bah, c'est pareil, j'attends plus grand chose, moi, de Craig. Donc, je pense que là, il est sur les dernières années à faire poète un petit peu, récupérer des ronds. Et puis après, il va finir avec la casquette et le polo Yam, à faire je sais pas trop quoi. Et Ambassadeur. voilà, on va lui trouver un truc à faire avec Coach une pour le chemise. team 250. C'est ça. Donc non, ouais, je pense que lui, c'est le début de la fin. Bon, le wheel tap de Webb, Mais déjà, je l'ai dans pas les vu, hoops. ça. Ouais. Dans les hoops, dernière manche, ouais, pour sauter, il faisait le petit wheel tap, triple double. Il y D'accord. avait 8 whoops. Ouais, je peux faire attention. Donc voilà, ça faisait plaisir. Et top 10 de Faulkner. Enfin. Ah ouais. Ouais. Au J'ai vu une cumul des interview de 3 lui là manches, sur Vital MX justement qui disait que il avait sans doute un peu un blocage là avec les courses, qu'il avait du mal à se libérer pendant les courses, mais que d'un côté, aujourd'hui il est toujours là, donc Ouais. donc que c'était déjà ça, c'était un point positif. Et que forcément c'est un peu frustrant que les résultats sont pas là du tout, mais que d'après lui il y a un gros écart entre l'entraînement et la course. Et que c'est vrai que chez certains pilotes, ça arrive. Moi-même, j'en ai fait les frais. Je me souviens en 2019, je roulais très bien sur le terrain d'entraînement à Saint-Witz. Et puis dès que j'arrivais en course, avec un peu d'ornière, le stress, etc., j'étais à l'arrêt complet. Quoi. J'arrivais pas à il fumait rouler. un embrayage. J'arrivais pas à rouler libéré. Et il disait que jusque-là, ça avait jamais été un problème pour lui d'arriver en course et du stress ou quoi que ce soit. Mais que là, cette année, visiblement, il doit faire avec ça, donc que ça le bloquait un petit peu, mais que ça se passait mieux à l'entraînement. Donc ça me faisait un peu plaisir cette interview parce que il te montre déjà qu'il en est conscient, mais il te donne un peu des réponses parce que c'est vrai que tu le voyais comme ça et là tu te disais ouais, lui c'est pareil, c'est peut-être fini en fait. Là tu vois, avec ce qu'il a eu et tout avant, là peut-être qu'il a vraiment plus, il arrive plus à sortir de sa zone de confort, à se lâcher justement. Et c'est vrai que quand tu le regardais, à un moment donné, quand je l'ai vu un peu à l'image des cours à chaque fois. Enfin, il raccrochait toutes les crêtes. Quand il y avait des portions sable, tu le voyais en catastrophe dedans. Dans les whoops, pareil, c'était très difficile. Les autres courses, tout ça. Donc, tu voyais que vraiment, il luttait contre la piste, tu vois. Je me voyais, moi, sur une piste de supercross, quoi, vraiment en lutte. Toi, t'es aussi bon accroché. que Faulkner en 2025. Non, mais toute proportion gardée, tu vois. Ouais, non, je trouvais que ça se voyait qu'il était pas à l'aise, qu'il s'accrochait partout et que c'était sketchy quoi, tout son roulage. Donc ça fait plaisir un peu d'entendre ça parce que du coup je pense qu'il lâche quand même pas l'affaire et que justement il reprend le truc très progressivement à vouloir finir cette année et petit à petit se remettre dans le rythme, essayer de faire vraiment la saison complète sans se blesser pour revenir l'année prochaine peut-être avec des attentes un peu plus élevées quoi. C'est ça, parce que donc il vient de terminer la cinquième épreuve de la côte Est. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait 5 courses de SX en une année, Austin Faulkner? Parce que même l'année où c'était pas de sa faute, où il s'accroche en l'air avec Jet Lawrence, il rate quelques courses et je sais pas s'il en fait 5 dans l'année. Donc c'est sûr que c'est déjà quand même une petite victoire pour lui. Et tu disais là du coup le premier top 10 ? Je crois que c'est son premier de l'année, ouais. En tout cas, il était dans le top. Il a fini 10e, ou peut-être 9, mais je crois que c'était 10. Il a fini 10e ce week-end. Et je crois que c'est son premier top 10. Ouais. Ouais, là, tu dis c'est chaud parce que c'est vrai qu'à chaque fois, peut-être qu'il faisait pas 5 courses, mais il revenait toujours à en gagner une ou à être là quoi, pour jouer les avant-postes. Quoi. Donc c'est vrai que là, ça te fait un gros gap et tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais à la fois, vaut mieux peut-être voir ça, effectivement, repartir lentement, mais stabiliser quelque chose. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair qu'il a peut-être la peur de se refaire mal, mais c'est pas plus mal. Moi, tu sais, j'y réfléchissais un petit peu. Je me dis, j'ai quand même de la chance. Je me suis très rarement fait mal à moto. Je me suis fait mal une fois aux côtes, mais bon, est-ce que c'était cassé, est-ce que c'était pas cassé, je sais pas. J'ai pas fait de radio. J'ai eu mal pendant 2 semaines. Après, c'est passé. Et c'est un peu la seule fois où je me suis vraiment fait mal. Après, il y a 2 ans où je me suis fait un petit peu mal au poignet, ça m'a pas empêché de rouler.
Mais en fait, c'est parce que j'ai tout le temps peur de me faire mal, donc je prends pas de risque sur le terrain, quoi. Genre, dès que je suis pas à l'aise, qu'un saut je le sens pas, bah, je le fais même pas et je suis prudent. Et c'est vrai que ben, ça aide à rester sur ses roues aussi, quand même. Donc, s'il a peur de se faire mal, d'un autre côté, ce sera évidemment pour performer au plus haut niveau, il faut quand même savoir prendre un certain nombre de risques. Mais voilà, pas prendre de risques inconsidérés. Tu vois, la chute de l'année dernière, bon, ben, peut-être que Faulkner 2025, il perd une lentille en roulant et qu'il est plus trop sûr, bah, peut-être il lâche la première place et puis il fait des enchaînements plus simples, moins risqués et qui finit pas sur le côté de la piste, tu vois. Donc, moi, c'est une bonne chose. Et puis voilà, je trouve que déjà, j'ai envie de dire que pour le coup, étant donné la carrière qu'il a eue, même s'il finit au-delà du top 15 toutes les finales, tant qu'il fait toutes les finales, je trouve que c'est déjà une victoire cette année, quoi. Et après, on verra l'année prochaine pour rajouter un petit peu de vitesse là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est tout pour j'ai aimé. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler de ce que j'ai pas aimé. Et là, ça va gueuler, là. Alors, première chose que j'ai pas aimé me faire spoiler par YouTube. Parce que, comme je te dis, j'étais au Grand Prix de Saint-Jean-d'Angély, donc on était quand même entre passionnés de cross. Tout le monde a été cool, personne n'a parlé du SX. Francis, au micro, il n'a pas parlé des résultats. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, j'étais allé au Grand Prix dernier, il avait parlé des résultats du MotoGP. Les mecs qui suivent le MotoGP parmi les spectateurs, ils n'étaient pas contents qu'il balance. Moi, ça va, vu que je connais rien, ça m'a pas dérangé. Mais ouais, personne n'a parlé du SXUS. Mais cependant, et alors tu sais, moi, les petites notifications là sur le téléphone, avoir la pastille, je suis obligé de cliquer, virer la notification. Voilà, j'ai pas envie d'avoir des pastilles, des petits numéros rouges sur mes icônes de notification sur mon téléphone. Ça me dérange. C'est comme avoir une chambre en bordel en fait. Donc j'avais la petite notification YouTube, donc je clique YouTube. En plus, j'ai pas souvent de notification YouTube. Donc je vais sur YouTube, je regarde la petite cloche et là j'ai la vignette de la conférence de presse. Monster Energy Supercross a uploadé, était en direct pour la conférence de presse. Et du coup, je vois directement le podium assis à la table 450 quoi. Donc 450, je connaissais le premier, le deuxième, le troisième. Je savais que Webb était pas dedans. Je savais que Sexton avait gagné, qu'il y avait Malcolm et Plessinger. Voilà, j'ai réussi à apprécier. Ça montre quand même à quel point la course était stylée. C'est que j'ai réussi à apprécier de la regarder malgré le fait que je connaissais le résultat mais il y avait zéro doute, tu sais, parce que ça m'est déjà arrivé sur Instagram ou quoi. Des fois, je vois vite fait, je fais ah non et tout. Puis je crois qu'un tel a gagné. Et puis pendant toute la course, je me dis non, mais peut-être qu'il s'est passé ci, peut-être qu'il s'est passé ça. Attends, il est encore deuxième et tout. Ah si, bah si, il a gagné. Ok, c'est encore lui. Mais là, ouais, voilà, je me suis fait spoiler. Donc merci, non merci YouTube. J'ai désactivé les notifications pour cette chaîne. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois, mais les boulasses. Je comprends. Bon, deuxième chose que j'ai pas aimé, la blessure de Max Anstey. Évidemment, ouais. là c'est moche. Il nous fait la même que Tomac. Alors pas la même action, mais même blessure. Est-ce que c'est cassé pareil d'un côté, j'espère un peu pour lui, parce que Tomac, a priori, c'était 6 semaines, et donc voilà, j'espère que c'est pas plus cassé que ça, en tout cas pour Anstey. J'espère qu'il a pas cassé en 3 son fibula. On dit la fibula ou le fibula du coup? Parce que c'était le péroné, mais je sais même pas pourquoi on a changé le nom. Moi je dirais la fibula, mais je suis pas certain de ce que j'avance, donc c'est peut-être le fibula, mais je trouve que ça sonne plus bizarre. On va dire le fibula. L'apostrophe fibula. Donc il se casse le fibula. et donc si on fait un petit calcul rapidement, il nous reste 7 supercross, vu que c'était la 10e épreuve. Après, il y a un week-end de pause. Et ensuite, c'est le début de l'outdoor. Donc, outdoor, dans 8 semaines, ça commence normalement. Bon, s'il se fait opérer vite et que c'est que 5-6 semaines pour que l'os se répare, ça devrait le faire pour l'outdoor avec un petit manque de préparation. Sûrement, ça va tirer la langue au bout de 15 minutes sur les 2 premières épreuves. Mais ça ne devrait pas lui foutre complètement en l'air son championnat outdoor. Même si, bon, de toute façon, il était plus engagé pour le SX que pour le performer en outdoor, Anstey. Ouais, et pourtant en outdoor, on l'a déjà vu justement aux Nations faire des petits coups d'éclat quand il était revenu en outdoor 450 aussi sur la Suzuki dans le top 5, je crois. Ouais, ça arrive. Il faisait des manches, donc c'est vrai qu'il est assez surprenant ce Max. Hein. On ne sait jamais trop où l'attendre, à quoi s'attendre. Devant, pas devant. Quand on l'attend pas devant, il se retrouve devant. Enfin, c'est. Ouais, donc moi je sais pas, j'ai pas envie d'y penser et montre-moi. Bon, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'il va pas être champion cette année et du coup il a le droit à encore au moins 2 ans de Supercross 250. Oui. On se console comme on peut. C'est ça.
L'autre truc que j'ai pas aimé, c'est la blessure de Ken Roxen. Ouais, alors ça, moi en plus, j'ai pas trop compris parce que c'est aux essais qui s'est fait mal. Non. Alors, en fait, il s'est fait mal le vendredi avant le week-end off. Ok. Donc, en fait, le vendredi, juste après Indianapolis, à l'entraînement, il a chuté et j'imagine qu'il a dû se déboîter l'épaule pour se faire après une séparation. Je sais pas ce que c'est, AC, dans le AC dans l'épaule. Mais Je crois que c'est acromio-claviculaire. voilà, bah, c'est quoi? C'est un ligament? Ouais. Eh Enfin, c'est une ben, articulation ah, ok. entre l'acromion et la clavicule. Bah, il s'est fait une séparation de ça. Mhm. Donc, j'imagine que c'est épaule déboîtée. Ouais. Et donc, je crois qu'il y a des ligaments qui sont un peu détendus, qu'il a mal et que c'est pas hyper Mhm. stable et qu'il manque de force. Mhm. Donc oui, il s'est fait ça du coup une semaine et un jour avant Birmingham. Malgré ça, d'ailleurs, je l'ai pas noté dans j'ai aimé, mais j'ai trouvé qu'il a fait une belle course, hein. Surtout Bah, quand du tu coup, connais. oui, quand tu sais que. La deuxième manche était un peu moyenne, mais la première et la troisième étaient correctes. Mhm. Après, oui, il a pas su résister au retour de Malcolm Stewart, mais en même temps, Malcolm Stewart était sur une bonne dynamique ce week-end. Mais ouais, voilà, alors après, de toute façon, pour le championnat, au niveau des points, je trouvais qu'il était déjà un petit peu trop loin, surtout avec le temps qui reste. Et puis oui, il avait pas d'avantage de vitesse sur Sexton et sur Webb non plus. C'est un coup oui, un coup non. Donc je voyais pas forcément, de toute façon, je le considérais plus tellement comme un prétendant au titre à ce stade. Mais c'est dommage parce que ça va être dur d'aller chercher une deuxième victoire de course ou tout ça, quoi. Je sais pas trop. En plus, il continue de rouler, donc j'imagine qu'il n'a pas eu besoin d'opération et qu'il aura probablement pas besoin d'opération tant qu'il se redéboîte pas l'épaule. Mais je sais pas trop combien de temps ça prend avant qu'il puisse à nouveau être à 100%. Comment est-ce qu'il peut s'entraîner la semaine? Ouais, bah, je sais pas non plus ouais, l'état. Justement, j'ai pas réussi à trop comprendre, à trop suivre ce qui s'était passé. J'ai vu, je crois, avant justement le début des finales où il s'était passé vite fait sur lui. Justement, il y avait un plan de dos là au niveau des essais. Parce que je sais même plus si j'ai regardé les essais ou Ouais, mais pas. par contre, du coup, oui, il est sorti de la seconde séance d'essai. D'accord. Il Ouais, donc c'est avait ce mal, passage-là, je donc, pense que j'ai vu quand son mécano il monte derrière et qu'il s'en va et que justement ils en parlaient un petit peu. Donc j'avais compris qu'au niveau de l'épaule il y avait quelque chose, mais je pensais qu'il était tombé aux essais là, qu'il s'était fait mal parce que je crois que les essais au final je les ai pas vus. Ouais, mais je sais pas s'il a fait une chute aux essais ou peut-être qu'il a fait un cours ou quelque chose comme ça qui lui a tiré sur l'épaule et du coup il a grimacé. Il a dit bon, écoute, j'ai le 10e chrono et on va aller masser tout ça pour pour les 3 finales. Ouais. Mais bon, voilà, dommage pour Ken Roxen. On continue. Bah, j'ai pas aimé la course de Tom Vial. Moi là franchement ça m'inquiète de plus en plus. Je vois le truc se profiler, Tom Vial champion sans avoir gagné une finale. Là c'est pas possible. C'est bien que tu en parles parce que en fait j'ai dit une bêtise lors de notre dernier épisode. J'avais dit que Tim Ferry avait gagné une course quand il a gagné son titre. Non, Tim Ferry a gagné le championnat de 150, enfin c'était 125 à l'époque. Et faut pas me citer, mais c'était peut-être 98 ou 97 ou 96. Entre 96 et 98. Il a gagné un championnat 125 Supercross sans gagner de course. Donc ce serait la deuxième fois de l'histoire si Tom Et Vial Osborne y du coup il arrivait. en avait gagné une en 2017. Ouais, Osborne, il en avait gagné une. J'ai pas vérifié, mais de toute façon, j'ai entendu parler sur le Pulp Show que pour l'instant, il n'y a que Tim Ferry qui avait gagné un titre sans gagner de finale. Donc, ouais, c'est sûr qu'il a gagné une course au moins, Osborne en 2017. Bah voilà, mais je crois qu'il en avait gagné une parce qu'il me semble que je m'étais fait la réflexion de ah, il en a gagné si peu et il est champion. Genre voilà, t'as même pas besoin d'en gagner la moitié ou pas loin de la moitié quoi pour être champion. Mais du coup, je savais même pas qu'il y en avait un qui justement avait gagné sans avoir gagné de finale. Ouais, bah déjà, Tom Vial l'année dernière avec 2 finales, je trouvais que c'était peu. Mais bon, il est hyper régulier. Hein. Et sur le podium, il a dit qu'il voulait gagner, il voulait la victoire de course. Quoi. Alors après, ils n'arrêtaient pas de parler au niveau des commentaires. Et Will Christian, notamment, disait que Tom, évidemment, il aimerait gagner des courses, mais qu'entre gagner une course ou gagner un championnat, il préfère gagner un championnat. Et c'est logique, mais gagner un championnat sans gagner de course, ouais, c'est compliqué un peu quand même. Bah ouais, je trouve. Hein. Et là, je me dis qu'il y aura encore plus de motos même sur, sur Instagram que pour Digan. Là. Non, ouais, c'est bah, comme Sexton, tu vois, le triple crown, tu as envie de le gagner avec la manière. Donc quand tu vois même ton concurrent direct, bah, tu as envie d'aller le chercher et mettre la manière. Mais c'est vrai que bah, à la fin, c'est ce qu'il disait aussi. Tom Vial, je ne sais plus dans quelle interview, mais il disait à la fin, je pense que moi, mais comme le team, ce qu'il préférerait avoir, c'est le championnat plutôt que j'ai gagné peut-être les 3/4 des manches sans avoir gagné le championnat. Donc à la fin, c'est quand même ça l'objectif principal. Mais après, oui, forcément, bah, j'aimerais gagner, mais
le plus important reste le championnat, quoi. Donc, mais je repensais à ce que tu me disais, enfin ce que DV disait apparemment, c'est combien de pilotes Vial a doublé. Hmm. Et bah, c'est vrai qu'encore ce week-end-là, je suis pas sûr qu'il en ait doublé, quoi. Non, à part peut-être dans le premier tour, dans le Et fouillis encore, du départ. au début, il se fait doubler même, et après, peut-être qu'il a réussi à reprendre. Mumford, je crois qu'il a même pas réussi à le reprendre en deuxième, parce que je crois qu'en troisième, il est out, Mumford. En deuxième, il a même pas réussi à le reprendre, je crois. Et sinon, il y en avait peut-être un autre qui s'était intercalé, qu'il a réussi à reprendre. Mais ouais, ça se compte sur les doigts d'une seule main d'un manchot, quoi. James Stewart, il disait que quand il était plus jeune, je ne sais pas s'il était déjà pro ou s'il était sur le point de passer pro, mais il lui arrivait parfois d'aller faire des courses dans des catégories en dessous de lui. Hmm. Et donc, du coup, bah, forcément, il était largement meilleur que tout le monde. Il mettait des tours à tout le monde et tout. Mais que c'est un peu ce qui lui a appris à remonter quand il tombe au départ et qu'il doit remonter tout le peloton et doubler 20 pilotes. C'est que il a l'habitude de doubler des pilotes plus lents parce qu'il s'est entraîné à le faire en fait en faisant des courses dans des catégories où les pilotes étaient plus lents que lui. Ouais, mais parce qu'ils sont plus lents. Sauf que le problème, c'est que Vial, il est pas plus rapide que les autres. Oui, mais si, enfin, il y a certains pilotes, tu vois, le truc c'est que Vial, il part 8e, il va remonter 6. Mais peut-être aussi parce qu'il prend trop de temps pour doubler le 7e et pour doubler le 6e, tu vois. Ouais, mais parce que moi, je pense que ça manque de vitesse. Tout simplement, tu vois. Même aux Ouais, essais, là, il fait à peut-être, chaque fois mais 5e temps, il est par là, quoi. tu vois, moi je trouve qu'il y a des fois où tu vois des remontées. Roxane, ça a été le cas aussi, tu vois. Il remonte jusqu'à la 10e place et après il passe 3-4 tours derrière un mec. C'est pas. Et après, et ça s'est déjà vu aussi des courses comme ça où une fois que tu doubles le pilote, par exemple Roxane, qui est derrière Plessinger pendant 3-4 tours, une fois qu'il double enfin Plessinger, à nouveau, il lui met en 3-4 tours, il lui met déjà 7 secondes, tu vois. Et ça, c'est des situations que parfois on voit. Et alors, bon, il y a des pilotes qui sont difficiles à doubler, qui prennent les bonnes traces, la piste, elle évolue. Parfois, il y a des options qui sont plus bonnes, etc. Mais c'est déjà arrivé, ouais, ça arrive que parfois, juste tu perds trop de temps à être bloqué derrière un pilote. Puis après, par contre, une fois que tu as doublé, les pilotes devant qui sont aussi un peu moins rapides, bah, ils sont partis déjà trop loin parce qu'ils n'étaient pas gênés. Ouais, mais enfin, il y Et, a aussi l'effet de celui faut être efficace quand même. Tu vois, tu peux pas passer 2-3 tours derrière un pilote même si tu es qu'une demi-seconde ou un quart de seconde plus rapide au tour, ben, effectivement, il va falloir être un petit peu agressif pour réussir le dépassement parce que le différentiel de vitesse, il n'est pas énorme, mais il faut quand même faire le dépassement le plus vite possible pour pouvoir continuer à essayer d'aller de l'avant. Ouais, mais il y a aussi l'effet où le pilote devant, il arrive à résister, et au moment où il se fait doubler, Ouais, il y a coup de aussi massue, de ça, et lui, ouais. il baisse de rythme aussi, donc voilà, ça crée l'écart. Vial, il n'y a pas de différence de vitesse avec les autres. Enfin, tu vois, même avec un Mumford, il revenait pas dessus, donc c'est même pas, il coince derrière lui parce qu'il trouve pas l'ouverture. C'est que déjà, il est pas plus rapide, donc en fait, il n'arrive pas à fondre dessus. C'est pas comme si justement tu le voyais fondre, et puis après, tu le vois 3 tours derrière le gars alors que tu as fondu dessus, continue. Genre, pourquoi tu t'arrêtes? Mais Et moi, je trouve que oui, il y a un manque de vitesse. Même dans les whoops, ça avance pas plus que ça, tu vois. C'est. Ouais, moi, je le trouve. Enfin, tu vois, là, par exemple, pour Amaker, il avait rien du tout ce week-end. Je veux dire, Amaker, il serait pas tombé dans la première manche. Enfin, déjà, attends, c'est quoi le podium au final C'est qui gagne là en 250? c'est Trasher. Trasher, oui, j'ai oublié, tiens. Voilà, Trasher. Deuxième, du coup, c'est Vial. Ouais. Et troisième, Et troisième, du coup, non, Amaker, du coup, c'était 4. c'est Hampshire. Troisième, c'est Hampshire. Ouais. Voilà, donc Ou déjà, là, Hampshire 2, Vial 3, Ah ouais, je crois. Hein. ouais. Mais tu vois, Amaker, sans sa chute dans la première manche, il est devant Vial. Donc déjà, Vial, il est plus sur le podium, là. Et voilà, en vitesse, Hampshire, Trasher et Amaker, pour moi, là, ils sont au-dessus d'un Vial, en fait. Donc après, ça fait partie de la course, ils sont pas réguliers. Donc au final, enfin, je dirais, il a volé à personne la position dans laquelle il est et le fait qu'il soit devant au championnat et que les autres sont irréguliers. Absolument. Donc voilà, c'est tout à son honneur. Mais en fin de compte, quand tu regardes en vitesse pure, bah ouais, derrière. Et encore une fois, je trouve que c'est plus difficile de gagner de la vitesse que de gagner en régularité. En théorie, oui. Après, bon, on a des Faulkner, McAdoo et toutes sortes de pilotes 250 sur des Kawasaki pour nous montrer que gagner de la régularité, c'est pas si facile. Mais quand je vois Vial, quand je le vois à la télé rouler sur les courses, il a l'air pas à l'aise en fait. Il a l'air très prudent et timide. Et c'est pas le Vial qu'on a vu au Supercross de Paris ou qu'on a vu sur Instagram avant la première épreuve, quoi. Donc je sais pas si c'est toujours une question de la chute qu'il a pris à Tampa ou si c'est tout simplement sur la moto, il est peut-être pas à l'aise et donc du coup,
il est pas super à l'aise sur la moto, mais quand tu es sur le terrain d'entraînement où tu as déjà fait 4000 tours et que tu connais par cœur sur le bout des doigts et qui est refait, t'es pas super à l'aise, mais tu le sens pas parce que bah, tu connais tout le reste par cœur, donc ça gêne pas. Et quand tu arrives sur le jour de la course, sur des pistes qui sont nouvelles et qui sont plus défoncées, ben là tu le ressens. Je sais pas trop, mais ouais, il a pas l'air de rouler libéré en fait. Mm. Et absolument, si Tom Vial devait gagner le championnat sans gagner de course, ça veut pas dire qu'il ne mérite pas son championnat du tout. À un moment donné, t'es champion. C'est que t'as fait ce qu'il fallait pour être champion, pour avoir plus. Le but du jeu, c'est d'avoir plus de points que tous les autres à la fin du championnat. Si c'est ce que t'es champion et voilà, t'as pas triché, tu l'as fait. Là où en fait moi ça me dérange, c'est que s'il est champion à la fin de cette année, c'est obligatoirement 450 l'année prochaine. Et comme tu dis, actuellement, il est déjà. Enfin, quand tu regardes ce week-end en vitesse, il était en dessous de Thrasher, Hamaker et Hampshire. N'importe lequel de ces trois-là, tu le mets en 450 l'année prochaine, tu le vois où? Donc si tu te dis que tu as un Tom Vial qui est derrière ces mecs-là en vitesse, qui doit monter en 450 l'année prochaine, moi c'est ça qui m'a... Et il est pas... Enfin, Tom Vial ne doit pas gagner de course dès sa première année en 450, c'est pas ce qu'on dit. Regarde Justin Cooper, il a eu sa première, deuxième place, c'est sa deuxième année en 450, il a eu sa première, deuxième place il y a 2 semaines, et il a une progression qui est relativement lente, mais en même temps relativement constante. Et peut-être qu'il gagnera des courses l'année prochaine ou dans 2 ans et qui va faire une belle carrière. Et peut-être que Tom Vial, l'année prochaine, va monter en 450 et galérer, mais d'ici 2-3 ans, être un prétendant au titre, c'est aussi possible. Mais bon, c'est vrai que je trouve que il faut commencer à dominer, quoi, si tu penses que tu vas devoir monter en 450 l'année prochaine. Ou peut-être qu'il va prendre la place d'Erlings en GP. Ouais, mais bon... Merde, quoi. Non, mais j'ai envie de dire même problème. Enfin, Tom Vial, alors MXGP. Non, là, ça me choquerait moins. Enfin, en GP, tu vois, tu repenses quoi sa carrière en MX2. Konen ne sera plus là. A priori, Konen, lui, sera aux États-Unis. Mais bon, tu auras probablement toujours Geyser l'année prochaine. Renault. Fèvre, je sais pas si Fèvre a encore... si son contrat, c'est un an à chaque fois, ou s'il est déjà signé pour l'année prochaine. Mais bon, il y a quand même quelques bons pilotes en MXGP qu'il va falloir aller chercher. Donc, Tom Vial, ouais, je sais, non, puis enfin, ça fait 3 ans maintenant qu'il roule plus là-bas. Je sais pas si je le mettrais en prétendant au titre dès 2026 en MXGP. Non, peut-être pas prétendant au titre, mais de façon à pouvoir justement refaire une carrière à. Enfin, moi, je le vois pas prétendant. Je le vois plus facilement aller performer en Europe en fait qu'aux US en 450. S'il y avait le choix de là où je performerais le plus. Ça, c'est le cas pour tout le monde parce qu'il y a Jet Lawrence aux US. Ouais, mais pas que. C'est que, enfin, il y a Jet Lawrence, il y a Hunter Lawrence, il y a Sexton, il y a encore Cooper Webb, bon voilà, qui eux sont. Il y a Tomac en 2026 ou pas? Oh, en Supercross, c'est sûr. C'est sûr. J'espère que tu as raison, Mister Brave, j'espère. Bon, ouais, j'ai pas aimé la course de Tom Vial tout simplement parce que j'aurais aimé le voir gagner. En fait, moi aussi, j'aimerais bien le voir. Comme on avait pu le voir justement face à Digan, là, on l'avait cité une fois, là, sa course où il était parti derrière lui, les deux étaient partis loin. Ouais, il a doublé Digan et il l'a gardé derrière lui tout le long et ils ont fait une grosse remontée. Cette course-là, il n'a pas roulé timide. Non. Mais on n'a vu aucune performance de cette sorte cette année pour l'instant. Mais après, l'année dernière, on n'a pas vu ça tous les week-ends non plus, hein, attention. On a vu peut-être 2 courses comme ça. Ouais. Donc bon, à voir pour Tom Vial. Week-end prochain, on est où le week-end prochain? Pas toi et moi, hein, la course, le SXUS. Le SXUS, il va où? Je sais même pas où est la course le week-end prochain, j'ai pas regardé. Bon, c'est pas grave. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en a une et c'est ce qui compte. Et je crois que c'est de la côte Est encore. Non, il a dit qu'il y avait un break, je crois. Ils ont pas dit qu'il y avait un break après le week-end prochain, justement? Ah, bah il me semblait que Vial avait mis sur Instagram un truc comme ça, genre un petit break avant d'attaquer la fin du championnat. Ah ok, bah peut-être que du coup c'est de l'Ouest. Du coup ça voudrait dire qu'on est probablement à Seattle. Ça fait beaucoup d'alternance, je trouve, cette année. Avant, il me semblait que ça faisait vraiment 2 parties avec un moment donné juste une petite coupure dans l'un ou l'autre, quoi. Ouais. Il me semble que c'était l'Est qui était un peu en plusieurs parties. Et... Ils essayent de base, mais après c'est en fonction de la disponibilité des stades beaucoup que d'une année à l'autre ça peut varier. J'ai pas aimé l'abandon de Dylan en deuxième manche. C'était inquiétant. Je l'ai même pas vu.
J'ai vu que c'est Ah, passé à la si. télé, hein. Si, je l'ai vu abandonner, exact. Je crois qu'ils ont dit qu'au final, il a abîmé la moto sur une chute, je crois. Mhm. J'étais content par contre de le voir repartir en troisième manche. Et il fait 13e du général, du coup, avec un DNF. Bon, on a eu. Vraiment, dans j'ai pas aimé, c'est vraiment juste l'abandon de la deuxième manche. Mais encore une fois, enfin, quand je dis j'ai pas aimé, c'est pas je reproche à Dylan d'avoir abandonné ou quoi, hein. Je suis pas dans sa position ou quoi. C'est juste quand je vois ça à la télé, Dylan qui abandonne, bah, ça me plaît pas. Et c'est pas forcément plus de la colère ou quoi, c'est plus de la déception. Et voilà, je préfère, encore une fois, Dylan, je préfère le voir gagner. C'est sûr. Mais c'est vrai que je vais attendre de voir ce que donne l'outdoor. Mais tu vois, je me dis que même si là, il se mettait à se préparer pour le motocross la semaine et juste venir faire les courses de SX le week-end, je le vois pas faire beaucoup de podiums en outdoor actuellement. Enfin, tu peux pas me dire il vaut 8 max en SX actuellement, mais vraiment max, j'ai l'impression, et qu'il va faire un ou deux podiums en outdoor. Je peux pas croire que la différence de niveau est si grande, quoi, entre les deux disciplines. Non. Et moi, je vais surtout, à mon avis, le voir derrière un Cooper en outdoor et ça va vraiment me fâcher. Justin Cooper ou Justin Cooper, Cooper, ouais. Justin Cooper. Ouais, même Cooper, ouais, bon, en vrai, c'est pareil, il y a des courses. Yunadila, il y a moyen. Yunadila, il y a moyen qu'il y ait un petit podium. Il a l'air de toujours bien rouler à Yunadila, Dylan. Mais c'est peut-être qu'on devrait l'appeler Yunadilan. Non, alors pour ceux qui nous suivraient en audio, c'est pas ma blague qui me fait rire autant, mais c'est la réaction de Mister Brave qui est désespéré face à des blagues aussi nulles. Du coup, c'est tout pour j'aime pas en fait. C'était le dernier truc que j'ai pas aimé. Il y a des trucs que t'as pas aimé toi sur la course non, bah, je crois pas, hein. Alors, j'ai été surpris. J'ai eu quelques surprises en regardant la course ce week-end. J'ai été surpris par Night Thrasher. Oui. Je ne m'attendais pas à voir Night Thrasher gagner en 250. Sans passer par le repêchage. Je te fais confiance, j'ai pas regardé les essais donc je sais pas s'il y a les repêchages ou pas. Donc si tu le dis. Bah, je crois aussi, je peux regarder, mais il l'aurait dit. C'est le deuxième Triple Crown qui gagne quand même, il disait à la télé. Il avait déjà gagné un. Il a gagné un Triple Crown sans gagner de manche d'ailleurs. Il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Je pense que c'était il y a 2 ans parce que l'année dernière il s'était bien éclaté à. Parce que c'est Il gagne pas la dernière. Non, Amaker gagne les deux et c'est Hampshire qui gagne la première. Ouais. Donc ouais, non, encore une fois. Mais lui, il a des systèmes en fait. C'est repêchage final, je gagne la finale. Si je vais pas au repêchage, je gagne pas la finale. Et les triple crowns, je les gagne, mais sans gagner de manche. Il a des règles comme ça qu'il respecte. Moi, ça me dérange quand même. Les victoires sans victoire. Gagner un championnat sans main event, ça me fait chier, quoi. C'est pareil, gagner un triple crown en ayant fait 2-2-2, 2-3-2, voilà. Je me souviens plus, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais en outdoor, gagner une épreuve ou en Grand Prix, gagner une épreuve en faisant 2-2, ça te dérange aussi? Ah ouais. Ouais, tu marches pas sur la première. Quand la France gagne les nations sans gagner une seule manche. Ah, ça me dérange aussi, je suis content pour la France, mais ça me dérange. Ça me dérange, je veux que celui qui gagne, il gagne, quoi. Logique, comment ça, celui qui gagne, c'est celui qui gagne pas? C'est bizarre quand même. Quand tu le dis comme ça, c'est chelou. Ouais, j'ai gagné, mais j'ai pas gagné. Bah, t'as gagné ou t'as pas gagné? Bah, j'ai gagné, mais j'ai pas gagné. J'ai gagné sans gagner. Incroyable. Non, ça marche pas. Si tu gagnes, c'est que tu gagnes. Est-ce que t'as une solution? Bah ouais, gagne. Non, bah oui. Non, bah non, parce que de toute façon, ça fait partie du truc, la régularité. Enfin, quand tu fais un championnat, justement, c'est pas juste sur une seule épreuve, c'est étalé. Bah forcément que la régularité, c'est un facteur dedans. Mais disons que, enfin, tu vois, par exemple, un steward, bah voilà, c'est un peu l'inverse, lui. Il gagne, mais il gagne pas. Il gagne beaucoup de courses, mais il gagne pas beaucoup de titres. C'est ça. Donc, un Tomac un peu pareil, quoi, au final, tu vois, quand tu y repenses. Donc, et ça me dérange moins dans ce sens-là, tu vois. Ça me choque moins dans ce sens-là que dans le sens où je gagne pas, mais je suis régulier, donc je gagne. Ouais. Bon, voilà. Bon, sinon, j'ai aussi été surpris
par la domination d'Amaker. Parce que, bon, à part sa chute dans la première manche où il fait une erreur tout seul, il a quand même un peu dominé les 2 manches suivantes, quoi. Ouais, ça y est, il est là, lui. Là, hein. Franchement, je pense qu'il aurait pas eu pareil, il aurait été un peu plus régulier. Et encore, là, il est. Bah, si, parce qu'au final, il fait 4, donc il perd encore des points. Mais il est pas si loin, c'est quoi? C'est 10 points là qu'il y a. Et c'est lui qui est deuxième ou c'est Hampshire? C'est Hampshire qui est deuxième. Ok. Lui, il est combien de points derrière là, à peu près, tu sais J'ai envie de dire qu'il doit être 8 points derrière. Parce que je crois que c'était Bah non. 11 avant l'épreuve. Ah, 8 points derrière Hampshire? Que Hampshire est 8 points derrière Vial. C'est pas Parce- 10. Bah, je sais pas, peut-être que je me trompe. Il me semble qu'avant cette épreuve-là, c'était Vial 1 point devant Anstie et 11 points devant Hampshire. Ok. Mais je peux me tromper. Ok. Et du coup, Maker, il est quoi? Pas loin de 15 points derrière? Ou un peu moins que ça? Et du coup, pardon, ça ferait 9 parce qu'Hampshire il fait 2 et Vial 3. Et du coup, tu me disais, Amaker, lui, je crois qu'il était que 1 point derrière Hampshire. Mais là, il finit encore derrière lui. Et là, il perd 4 points encore Ouais, sur Hampshire. Donc quoi, ça ferait à 12, peu près 13. 15. Ouais, ok. Bon, par rapport à la fin du championnat, enfin, tu vois, s'il continue de gagner, pour le coup, à Maker. Les gens qui nous suivent et qui connaissent vraiment les points, ils disent mais n'importe quoi. Tu sais, genre, les mecs pas renseignés, quoi. Alors, remarque, vas-y, parle un peu, mais les points de la semaine dernière, je les ai en fait. Donc, c'est Amaker qui était 11 points derrière Vial et Hampshire qui était 12 points derrière Vial. Voilà. Donc, Hampshire qui en marque 2, donc il est 10 points. Voilà. Donc, tu avais bon. Et du coup, il en perd que 2 sur Vial, Amaker, parce que c'est Vial 3, on a dit, et Amaker 4. Ouais. Donc, Amaker, il passe à 13 points. Donc, tu avais tout bon, 10 et 13. Ok. Et ben, 13 points, s'il continue de gagner. Et qu'il y a un joker de Vial, il est toujours là pour le titre, quoi, à Maker. Oui, clairement. Il reste encore 5 épreuves en plus. Et ouais, je trouve que le Donc garçon. Bon, après, le garçon fait face à aussi face. des erreurs, du coup, hein, il perd l'avant. Et voilà, il y a Ah oui, des choses qui se passent. c'est une Kawa Pro Circuit. Hein. Ouais, donc s'il fait tout le championnat, ça sera beau. On fait juste un petit clap, je l'ai pas fait. J'ai été surpris parce que en 5 courses à l'Est, c'est le 5e vainqueur, Nate Thrasher. On a eu 5 vainqueurs différents en 5 courses en Supercross 250 à l'Est. Est-ce qu'on aura une première année avec que des vainqueurs différents? Parce que là, on a Vial potentiellement qui pourra en gagner une. Ouais, ça ferait 6 sur 6. Il y a combien d'épreuves au total? 8? 10. Ouh. Mais dont 3 après, l'Est a déjà gagné un face-à-face Ouais. sur les 3. Mais donc les 2 face-à-face, à la limite, ça peut ne pas être un mec de l'Est qui gagne. Et comme ça, on reste sur 9 que des vainqueurs différents. Ouais. Du coup, il y a 8. 8. Ouais, mais qui d'autre pourrait gagner? Un Mumford? Peut-être un Mumford. Benick? Non, Benick. Ouais, il est sur sa côte, Daxton Benick. Bennett qui pourrait gagner une course. Faulkner. Ah. Pas cette année. Ok. Bon, ça va être compliqué. Lui mettons pas la pression, Non, laissons-le aller à son rythme et revenir avec. Bon, j'ai été surpris de voir Anderson sorti 2 fois. Ouais. Se faire sortir 2 fois. Mais On être en a par parlé terre vite en fait, chaque mais- manche surtout. Et lui, vraiment, il était dépassé là par les événements. Après, il y a des jours qui sont comme ça. Hein. C'était Malcolm Stewart l'année dernière, ça. Hein. Où vraiment, genre, les planètes ne sont pas alignées, quoi. Tout est en désordre. Il se fait dégommer par Sexton. Ensuite, Webb, il le sort. Et tu vois, c'est là que, ouais, il a pris les neurones de Jordan Smith, je crois. Il se fait prendre l'intérieur par Webb et tu vois qu'il hésite à y aller, en fait. Au début, il se redresse un peu. Il y a Webb. Et Webb, il vire en dessous. Il vient pas me prendre la position où il me laisse pas de place. Donc, je réaccélère un peu, mais à la fois, il est quand même là. Et puis, j'arrive dans le mou et je perds l'avant. Et puis, en plus, il tombe à chaque fois, genre. C'est même pas juste il met le genou et il pose la main là, tu vois, sur cette chute là. C'est vraiment, il y a tout le corps qui s'explose sur. Je pense qu'il était fatigué. Il avait peut-être pas bien dormi Je la te veille. jure. Hein. Ah ouais, c'était vraiment ça. Je te dis, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu comme ça, où vraiment toute la soirée, du coup, ça va pas et il est par terre et tu vois que même dans sa chute, il est pas alerte, quoi. Il n'arrive pas à essayer de se remettre ou poser la main, le pied et tout. Il s'explose et pareil dans la troisième manche, dans l'enchaînement là, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Si, ce qui se passe, c'est que Malcolm Stewart lui a fait un peu peur parce que Malcolm Stewart, il saute un peu en travers. Et du coup, j'ai l'impression que Anderson, il se déporte pour pas prendre de risques, sauf qu'il finit sur les bottes de paille.
C'est l'analyse que j'en ai eue en tout cas. Il est un peu court, je crois, sur un double, avec une qui était plus haute. Là, il m'a semblé le voir un peu court sur le côté. Ouais, peut-être. Ouais, bon, enfin bon. Compliqué, ouais, la soirée pour lui, là. Et ma dernière surprise, c'est ce podium KTM. Alors oui, il y a une KTM blanche dans l'histoire, non, mais parce qu'ils ont, en plus, ils en ont parlé pendant le Carmichael en premier, et puis ensuite Jason Thomas a élaboré sur le sujet, mais où il disait qu'il se demandait si le cadre acier des KTM, en fait, enfin des motos autrichiennes, n'était pas peut-être un avantage sur cette terre, et que c'était peut-être la raison pour laquelle on voyait Sexton, mais aussi Plessinger et Malcolm Stewart aussi bien performer, et en plus, enfin vraiment dans les 3 manches, quoi. Des mecs qui n'ont pas été particulièrement réguliers, donc voilà. Voilà, ils vont pousser le bouchon un peu loin, selon moi. Venir me parler d'un cadre qui matche bien la terre de là-bas, du coup. Oui, parce que du coup, le cadre acier est plus flexible, et donc dans des conditions où l'adhérence serait précaire, ce serait un avantage d'avoir ce cadre qui est plus flexible que le cadre alu des motos japonaises. C'est l'idée derrière. Après, attention, hein, Carmichael il disait ça, il disait, et c'est pas pour retirer un quelconque mérite à Plessinger et Malcolm Stewart, et évidemment chez Sexton qui roulent tous très bien, mais je me demande s'il n'y a pas peut-être quand même un petit peu quelque chose. Et tu sais, peut-être que cette adhérence supplémentaire, entre guillemets, peut-être que ça les aide juste au départ, et ils ont pris de meilleurs départs à chaque fois grâce à ça, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Écoute, je suis pas aussi expert que Jason Thomas et Carmichael, je ne fais que reporter si jamais... Ah, et puis surtout, il y a tellement de facteurs, encore une fois, qui rentrent en compte que c'est un peu spéculé, quoi. Oui. Tu vois, normalement, quand tu fais une étude, il faut essayer d'isoler le paramètre, comme quand on en parlait pour les changements sur les suspensions. Il fallait changer un paramètre après l'autre pour essayer de sentir quelque chose. Mais sauf que moi, rien que ça, déjà, c'est pareil, j'ai du mal à le ressentir parce que... mais t'es pas un mec très sensible, toi. Non, mais c'est au fur et à mesure de la piste, je m'adapte, je prends de l'assurance au fur et à mesure, tu vois. Donc, en fait, les clics que tu vas me mettre, ça se trouve, tu vas me mettre un setup qui sera moins bon au milieu de la journée, mais sur lequel je serai plus à l'aise parce qu'en fait, je suis de plus en plus à l'aise avec la piste, tu vois. Moi, j'ai tendance à vraiment être de plus en plus à l'aise, mais lentement. La première session, à chaque fois, j'ai envie de remballer, rentrer chez moi. Je me force un petit peu. La deuxième, il y a un peu de mieux, ça donne envie. La troisième, ça va. Et la quatrième, quand faut s'arrêter, c'est là que je suis bien et que j'aimerais continuer. Donc, j'ai un démarrage assez lent avant d'être à l'aise et de me faire plaisir. Et donc, voilà, tu me changerais des trucs sur la moto. Je pense que systématiquement, c'est à la fin, sur les derniers réglages que tu me mettras, que je te dirais oui. Et là, tu vois, j'aimerais tellement avoir du temps à tuer, de l'argent à tuer, aller faire du testing comme ça sur toute une journée, sur plusieurs journées, et inverser l'ordre dans lequel tu me donnes les setups. Tu vois, sur une même piste, pour voir si je finis, mais sans me le dire forcément, tu vois, sans que je le sache, pour voir si vraiment psychologiquement, à la fin, je dis tout le temps à la fin, ce setup il est mieux. Le lundi c'était le A, et le lendemain ce sera le B, et le surlendemain ce sera le C, parce que en fait c'est systématiquement celui de la fin que je vais préférer, tu vois. Donc bon, alors moi évidemment j'en suis à ce niveau-là, je suis loin d'être un pilote pro, et forcément le haut niveau ça se joue sur des détails que moi je ne connais pas sur une moto, mais voilà, de là à aller parler d'un châssis, ouais, moi j'y crois pas spécialement, tu vois. Ouais. Tu sais, Barcia, quand il est passé sur la Gas-Gas, il disait que c'était beaucoup plus facile de sauter des whoops aussi avec cette moto-là avec il était sur une Yam avant, et il parlait notamment dû à ce châssis. Après, c'est le châssis de la moto, c'est une combinaison de cadre et de suspension et d'amortisseur aussi. Donc bon, là c'est sûr que quand tu passes de la Yam avec tes suspensions Kayaba et un cadre alu à une Gas-Gas qui a un cadre acier et des suspensions WP, t'as beaucoup de trucs qui changent encore une fois. Ouais. Est-ce que c'est que le cadre ou pas, je sais pas. Après, Carmichael, il a pas dit qu'il avait la réponse, hein, il a dit qu'il se posait la question. Ouais, bon, il peut se poser des questions. Je t'en prie. Et donc voilà, moi en tout cas cette domination, donc on va dire autrichienne plus que KTM, pour pas froisser les marques, mais ça m'a surpris. Ouais. Et c'est bien que tu parles de testing, parce qu'on en arrive justement à ma question qui vaut pas la peine d'être posée, mais que je me suis posée quand même. Je me suis demandé, les mecs, quand ils testent, est-ce que les pièces qu'ils testent sont rodées? Ouais. Parce que tu vois, donc on parle, toi, par exemple, ta Honda, tu roules sur une Honda 2025 depuis cette année, tu l'as eu neuve, il t'a bien fallu 2 heures de roulage pour que les suspensions elles te paraissent complètement libérées. Et je me dis, quand ils font par exemple un testing suspension, s'ils testent des composantes neuves
on sait que les mecs, ils testent 2, 3, 4 tours. Enfin, ils testent pas une pièce pendant 1 heure quand ils font du testing, loin de là. Donc je me dis que si elle est neuve et qu'ils en choisissent une, ah ouais, celle-ci elle est bien, bah ok, c'est bien, ça, le setup il te convient, mais bon, il te convient neuf, une fois rodé, ça performe pas tout à fait pareil. Et à leur niveau, je pense, enfin déjà moi, je suis désolé, non, je suis pas désolé. Déjà moi, à mon petit niveau, je suis désolé, mais quand ma moto, non, je suis pas désolé, quand ma moto est en rodage, ou que mes suspensions sont neuves, je le sens que les suspensions sont raides, que la moto a moins de puissance en rodage, qu'elle est presque un peu étouffée et tout, elle monte moins vite dans les tours, elle est moins nerveuse. Et la différence entre, même juste quand je change un piston, la différence entre les premiers tours de roue et la fin de journée, je la sens. Donc eux, à leur niveau, c'est obligé qu'ils le sentent aussi. Et du coup, je me demandais, est-ce que quand ils testent des pièces qui sont vraiment rodées ou est-ce qu'ils testent des pièces qui sont neuves ou qui ont juste été testées 5 tours par Trek Canard chez Honda par exemple et ensuite se filer à Jet Lawrence pour la tester mais parce que 5 tours c'est pas rodé non plus, tu vois, c'est pas assez long pour roder une pièce. Non, mais moi je pense elles sont rodées les pièces qu'ils utilisent et pareil les moteurs qu'ils utilisent en fait c'est des moteurs pré-rodés et avec lesquels ils peuvent rouler directement à bloc et la moto elle est libérée. Alors après ça vaudrait le coup justement peut-être d'inviter un pilote professionnel sur le podcast et qui répondra à notre question ou s'il y en a qui sont connaisseurs là qui passent dans le coin, n'hésitez pas à nous informer, voilà, nous le dire. Mais il me semble qu'elles sont rodées les pièces et donc je pense moi tu vois en tant que peintre j'utilise des pinceaux pas rodés. Ok, merci pour ton intervention. On dirait mon prof d'histoire en première. Il disait la même chose. Mais du coup je disais oui, je pense qu'elles sont rodées et je pense que le rodage se fait justement quand Canard roule avec. Mais enfin, justement, tu le disais que le pilote test, il en faisait des tours. Je ne suis pas persuadé qu'il fasse juste 5 tours avec la pièce avant de la mettre. Parce que le pilote test, il teste beaucoup plus de pièces que Ouais. le pilote. Donc peut-être qu'il teste que 5 tours aussi parce qu'il a 4 fois plus de pièces à tester lui aussi. Donc, ou alors elles sont pré-rodées directement avec, sur le banc, tu vois. Je sais qu'ils peuvent les faire travailler, les pièces. Mais parce que tu vois, je me souviens que Daniel Blair, il racontait dans un de ses podcasts il y a quelques années de ça, quand il était pilote, notamment chez Geico, la semaine avant la première épreuve du Supercross, il aimait bien aller s'entraîner, faire 30 minutes avec sa moto de course, justement pour la roder, parce que sinon il allait se retrouver avec des suspensions neuves et un moteur, je pense, neuf aussi, et que du coup, il allait pas avoir pas du tout le même feeling que sur sa moto d'entraînement, parce que la moto d'entraînement, elle a des heures, et que toutes les pièces sont bien rodées. Donc tu vois, en fait, pensant à ça, au fait que la moto de course, en arrivant à la première épreuve, elle n'est pas forcément rodée avant le press day, ou pas complètement en tout cas, je me demandais du coup si les pièces... Toi, tu penses que oui? Ouais, moi je pense que oui. Ce serait plus logique. Ce serait quand même assez incroyable qu'à leur niveau, ils ne fassent pas attention à ce genre de détails. C'est ça, et puis on sait qu'aussi il y a des risques de casse. Enfin là, je pense au moteur, tu vois, quand il est pas rodé, le mettre à fond, c'est pas recommandé quoi. Enfin quand nous on nous demande de faire un rodage quand on a la moto neuve, je pense que ça vaut encore plus pour eux quoi de la roder. Après c'est pareil, le rodage, il y a tellement de sons de cloche différents. Là c'est pareil, il y a vos commentaires et dites-nous comment vous rodez une moto parce que on aura, enfin moi personnellement j'aurais tout entendu, hein, de plein à tu la laisses chauffer 10 minutes. Donc vraiment, il y a tous les sons de cloche. C'est comme les étirements sur je pense sportif. Je pense qu'en théorie, surtout sur les motos qu'on achète d'origine, donc si tu n'as rien modifié, elles sont prévues pour ne pas casser si tu roules direct. Après, par précaution et parce que de toute façon, tu le sens bien au niveau des performances de la moto qu'il faut le temps que les pièces travaillent pour fonctionner à plein régime. Pour se protéger, parce qu'il y a aussi des questions. Si tu te blesses, tu achètes une moto neuve, le manuel il ne te dit pas de la roder. Du coup, tu pars rouler, tu pètes un moteur, tu te blesses, tu fais un procès au constructeur. Bon, pour se protéger de ça, tu vois, ils te disent non, il faut la roder. Je sais même plus ce que ça dit. Ça dit peut-être 1 heure. Oui, ils disent de faire une. Sur le manuel de Yamaha, ils disent de la laisser d'avoir tourné 10 minutes à vide. Ensuite, ils te disent de faire une session de 20 minutes où tu dépasses pas 25% des gaz, une session tu laisses reposer 10 minutes, une session 20 minutes où tu dépasses pas 50% des gaz, tu laisses reposer 10 minutes, et la même chose encore 75%, et après ils disent qu'elle est rodée et qu'il faut changer le piston, ou juste peut-être le démonter, mais il faut faire une vidange. Et non, franchement, je me demande s'ils ne disent pas qu'il faut changer le piston après le rodage sur le manuel.
Ou en tout cas tout démonter pour vérifier toutes les pièces et ensuite remonter. Et si au contrôle toutes les pièces sont bonnes, tu peux rouler. Bah, Quoi. c'est ça en fait, c'est qu'il te demande de faire une liste de choses qui est quasi impossible à suivre. Et comme ça, après, si t'arrive quelque chose, bah, ils te diront C'est bah ouais, ta mais faute. il y a écrit ça dans le truc, tu l'as pas respecté. C'est ça. Ils sont malins. Je vais faire ça sur mes kits déco, tu sais. Je vais mettre voilà les trucs, voilà les trucs, voilà les trucs, voilà les trucs. Et puis à la fin, même si moi j'ai fait une erreur dans le graphisme d'un 2, je dis ah bah oui, mais du coup, dans le dictionnaire d'utilisation. Est-ce que tu as utilisé dans l'ordre d'abord le monsieur propre, puis l'Ajax, puis ensuite le WD-40 que tu as nettoyé avec le dégraissant sur des plastiques neufs avant de Est-ce que poser tu as ta posé déco. avec une raclette, un chiffon en microfibre de couleur verte Un chiffon en microfibre, MGT Design, on le fournit, on le vend. Ouais, c'est ça. C'est Usage unique. disponible à la vente. Chérie. Oui, parce que Gamma d'ailleurs c'est pareil, hein, ils disent tu peux utiliser une huile avec tous les indices de viscosité, de la norme JASO MA2, mais on te conseille quand même de prendre la Yamalube. Forcément. Bon, parle-nous un petit peu de l'ouverture du championnat de la Ligue Île-de-France avant qu'on passe au MXGP. Là. C'était comment? C'était dur. C'était à Fublen. Ouais, c'était dur. Bon, déjà, une météo, on a eu de la chance. Enfin, un peu de pluie, mais juste ce qu'il fallait pour arroser la piste. Ouais. Donc, je crois qu'ils n'ont pas eu besoin de sortir un seul tuyau d'arrosage. Et puis maintenant, la texture aussi un peu sablonneuse là-bas, il y a moins besoin de l'arroser, quoi qu'il arrive. Mais du coup, on a été un peu embêtés aux essais avec la pluie, quoi. Enfin, c'était un peu on se demandait, on part tir-off, roll-off, je savais pas trop. Bon, au final, je suis parti tir-off à chaque fois parce qu'il a pleuvioté un petit peu avant de partir aux essais. Puis au final, quand on roulait ensuite, il n'y avait plus de soucis. Et c'était un peu. Du coup, t'as dit que t'es parti en tir-off? Ouais. Toujours la ficelle obligatoire en ligue? Ok. Personne, moi je l'avais encore, mais tout le monde n'avait pas. Donc là, je suis vraiment content d'avoir percé 3 masses, je crois, l'année dernière, 3 écrans, pour un truc qui, au final, les tir-off ne tiennent pas. Hein. C'est l'aberration du truc. C'est que vu que je prends pas des tir-off 100% laminés, épais, qui sont bien costauds, mais je prends de la gnognotte parce que ça coûte bien moins cher, et ben forcément, quand j'enlève mon tir-off, au final, il s'arrache du truc et il finit sur la piste. Donc voilà, j'ai le petit truc, ils sont contents. À chaque fois, ils me voient sortir. Putain, il a enlevé aucun tir-off, il a gagné. Non, là, j'ai fait 32e chrono, j'ai fait 17 des manches et j'arrive, j'ai quand même aucun tir-off accroché à mon truc. Mais c'est normal. Bon, bref, du coup, tir-off tout le long. Et au moins, tu vas pouvoir utiliser le masque Alpine Star. Du coup. Faut quand même que je me rachète des tir-off, quoi. Ouais. C'est ça qui est relou. Mais je vais l'utiliser, le masque Alpine Star. Un jour, il va falloir en racheter. De toute façon, tu les auras tous utilisés, tes tir-off. Ah oui, mais vu que j'ai que des masques 100%, enfin, tu vois. Ouais, je vois. Bon, bref. En tout cas, une piste qui se défonce très vite. Moi, dès les essais, là, j'étais en série 1, donc les derniers à partir. Et c'était déjà un peu troué aux essais libres. Après, ça n'a pas fait d'ornière comme j'ai pu voir des photos là, de l'année dernière, je crois, l'année d'avant. Sur les appels ou quoi, ça restait propre? Oui, les appels, comme nous, quand on y a été, ils étaient bien revenus en terre, donc pas d'ornière sur les appels de saut. Un petit peu enfin principalement des trous en fait. Tu vois, ça faisait vraiment des trous, des vaguelettes comme ça, plus que des ornières. Mais voilà, bon, une texture un peu sablonneuse. Donc il se défonce vite et c'est dur de rouler dans les trous comme ça. Et puis un peu sablonneux. Moi, j'ai pas l'habitude. Je n'ai jamais mis mes roues dans du sable, quoi. Donc même si c'est pas du sable de plage là, ça reste dur et différent de la terre dure. Donc forcément, j'ai roulé bien crispé et effectivement, comme tu l'as mentionné au début, je suis arrivé super préparé à cette course-là, aussi bien physiquement que dans tout ce qui est... Le camion était prêt. Voilà, j'ai réussi à préparer le camion. On n'en dira pas plus parce qu'il y a des TikTok qui doivent sortir, les gars. Donc, camion, tout ça, le camion était prêt. On n'en dit pas plus, mais abonnez-vous sur TikTok, là, Mr. Brap, tiré du bas à la fin, parce qu'il y a des vidéos sympas qui arrivent. Nouveau partenariat sur le camion, un partenariat. Voilà, il y a des choses vraiment pas mal qui sont arrivées. On a changé le vieux taco, en fait. Voilà, donc juste je dis ça, je dis rien. Et bref, la moto en tout cas, non, pas de déco. Donc ouais, toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Juste des fonds de plaque collés. Toujours le festival d'expression française sur le Brave Show, c'est fabuleux. Les fonds de plaque collés peut-être 1 heure avant de se lancer sur les premiers essais. En tout cas, 10 minutes avant de passer au contrôle technique. Alors attends, parce que
ta déco, on va pas trop en dire, mais c'est prévu pour des plastiques qui ne sont pas rouges. C'est ça. Je vais juste dire ça. Du coup, est-ce que tu as fait des fonds de plaques exprès pour tes plaques rouges là ou... Ok. Ouais. J'ai gardé le même design, mais sauf qu'au lieu d'avoir la couleur que je vais avoir là, et on est parti du coup sur une couleur intégrée de noir-rouge. Donc oui, assorti un peu à la déco. Bon, ce serait bien d'avoir la déco finale pour la deuxième dans 2 semaines. Ouais, ça c'est prévu. Là, Ok. je finis ça Tu cette vas te semaine. bouger un peu. Ouais, je finis ça cette Ok. semaine et ben, j'aimerais bien faire des photos en fait cette semaine justement là de tout parce que j'ai reçu tout ce qu'il fallait là, toutes les pièces de chez Scar. La tenue elle est terminée, la déco elle est terminée, il n'y a plus qu'à coller. Donc pareil pour le casque, déco de casque parce que ouais, chez MGT on fait tout là. Là on s'habille full MGT de la tête aux pieds. Il manquera le masque et les bottes à faire. Mais on fait à peu près tout. Donc Élégant. il y a tout ça ouais, qui est prêt. Donc j'aimerais bien aller faire des photos, mais voilà, en tout cas la première, non, j'avais la tenue quand même. J'ai sorti la tenue. Alors aux essais, vu qu'il y avait le petit body warmer, parce que chez MGT on fait aussi body warmer. Le placement de produits avec 18S à la fin de produit parce qu'il y en a trop. C'est dommage qu'on le fasse après 1h23 de podcast. On doit plus avoir beaucoup de gens qui regardent, mais bon. Vu que j'avais body warmer, j'avais mis la tenue sur laquelle j'avais le numéro 321 derrière au lieu de 921 puisque le 321 était pris. Oh là, Dédé de la Ligue, il doit pas être content là. Ah ouais, j'ai mis un scotch. J'ai mis un scotch sur le 3, j'ai barré le 3. J'ai barré le 3, ouais, on fait avec les moyens du bord, hein, et ils ont cru que j'étais un Américain. T'as barré le 3 J'ai barré ouais, juste avec une barre comme ça, ouais. Ok. Et t'as mis un petit 9 au Tipex en dessous ou... Non, au début, c'est ce qu'on voulait faire, là, refaire un petit truc comme ça au scotch, mais laisse tomber, on l'a fait sur la banderole, c'est une catastrophe, ça me faisait de la mauvaise pub, fallait pas faire ça. J'ai dit, barre-le directement, c'est tout, quoi. Donc bon, bref, au final, j'ai quand même sorti la tenue pour la deuxième manche, la petite tenue MGT avec laquelle je vais rouler cette année aussi. Donc il n'y avait que la tenue qui était là, pas de déco, pas de kit all shot. J'ai essayé de le mettre la veille de percer, c'était une galère. Il faut mettre des renforts de protection de fourche là. Sur la 2025 sur aussi la Honda, c'est les mêmes protège-fourche, donc je tente pas sans. Sauf que là, c'était de nouveau que j'avais de support. C'était plus la plaque, c'est une même plaque, mais qui épouse un peu la forme du truc et qui normalement se met avec des rivets. Et j'ai un pote qui l'avait déjà fait, qui m'a dit les rivets ça n'a pas tenu, j'ai mis des vis. Sauf qu'il faut trouver une vis avec un diamètre super fin pour rentrer à la place d'un rivet que je n'avais pas. Donc j'ai dit bon allez Osef, on part sans kit all shot et ma foi de toute façon je suis pas sûr que je serais mieux parti puisque j'avais pas la couronne qu'il fallait non plus, j'avais pas la bonne couronne. Le départ est un peu sablonneux aussi derrière la grille Ouais. ou Et puis là en plus pour le coup c'était un peu gras même juste après donc ok. non enfin je vais pas cabrer pour le coup tu vois c'est donc pas les conditions où ça te dérangeait le plus. non je pense pas donc c'était pas tant un problème et ouais, après c'était dur, hein, 30, je sais plus combien derrière la grille, là, du coup, 40 derrière la grille à la base, parce qu'il y a eu des blessés en première manche. Pas mal de blessés là, ouais. Il y en a un qui a pris. Il y a eu un drapeau rouge sur la manche 125, ouais. non? Je regardais, j'essayais de voir en fait ton classement de manche entre deux courses. Exact. Sur une manche, il y a eu, et je crois aux essais aussi, il y a eu peut-être, il me semble je me demande s'il n'y a pas eu 2 drapeaux rouges. Un mec qui a Des pris un blessés paravent sur la graves table, ou... je sais pas du coup ce qu'il en est, j'ai pas eu de nouvelles, mais qui sont repartis en civière, quoi. Ouais, il y en avait 2-3 déjà qui sont repartis en civière. Sohan qui s'est fait la clavicule. Je l'ai vu se manger le taquet, il est tombé au départ, il a raccroché, il a fait une sorte de roulade et là il y a un mec qui est arrivé, c'est lui qui lui a pété la clavicule. Ah ouais. Avec la roue avant direct comme ça, donc ouais c'était assez violent. Et ouais, du coup, j'ai fait 17 et 17 des manches. Un peu déçu de mon roulage surtout, quoi, parce que j'arrive pas à rouler libéré. Et du coup, j'ai subi, je pense, 15 minutes sur 25 minutes, quoi. J'ai subi une grosse partie de la course. Et du coup, c'était compliqué. En deuxième manche, j'étais un peu plus déter. Je suis parti un peu plus concentré sur la technique plutôt que d'aller vite. C'était pas mal les premiers tours et après c'est pareil, je me suis cramé et puis ensuite j'ai crevé. Alors moi je me suis dit bon, j'ai baissé de rythme quoi qu'il arrive. Je me suis dit c'est peut-être parce que tu sais des fois quand tu roules moins vite justement, tu as les pneus qui vont moins s'ancrer dans le sol, etc. Donc je me suis dit c'est peut-être parce que je suis à 2 à l'heure qu'on a enlevé la partie sablonneuse, qu'on arrive sur le dur et que ça glisse un peu. Mais je sentais des fois avant la table d'arrivée, pareil que ça faisait des bosses devant, je sentais mon arrière qui faisait ça. Avant d'y aller, j'essayais de bien écraser sur la pelle pour que ça se passe bien. Et je suis arrivé à la fin, crevé. Et alors là, incroyable parce que je regarde ma roue, il n'y a plus de valve. Il n'y a plus de valve, mais quand tu regardes dans le trou, tu as l'impression qu'il n'y a jamais eu de valve. Genre, tu as l'impression que c'est un bib, en fait, du coup. Il n'y a pas de valve. Et je ne comprends pas, mais tu ne vois pas de trou. Donc, elle a dû s'arracher. Elle a dû s'arracher, ouais. Il n'y a pas de trou dans la chambre à air? Non, la valve s'est arrachée, mais elle a peut-être tourné, du coup, la chambre à air, ce qui fait que je ne suis plus au niveau du trou. Mais du coup, la première fois que je suis arrivé, je me dis, oh merde, pas de valve, mais pas de trou non plus. Il est où le trou? Mais du coup, je me dis,
la valve s'est arrachée. Donc en fait, il doit y avoir un trou énorme. Et du coup, j'ai juste dû avoir la chance que mon pneu ne se décolle pas parce que sinon j'aurais déjanté en fait. C'est que là, il n'y avait plus du tout d'air dans la chambre Oui. à air et j'ai fait bien 10 minutes facile avec le pneu crevé, tu vois. Ouais. Donc c'était pas une crevaison. Je me suis dit au début quand je roulais, je me suis dit bon, de toute façon je roule tranquille, j'ai plus de jus, donc même si j'étais pas crevé, je serais pas allé beaucoup plus vite, mais tranquille sur les gaz et tout, parce que je me demande si je suis pas crevé. J'essaie de regarder en l'air, mais voilà. En l'air, tu verras pas. Non, en l'air tu le vois pas, et puis même dans le sable après, bah, c'est pareil. Au moins, le pneu, il devait être bien décollé là pour le retirer. Et bah non, du coup. Justement, Ah oui, non. je suis C'est arrivé. que ton gripster devait être bien C'est serré. là que tu vois que et- j'étais tellement à l'arrêt que j'ai même pas décollé le pneu crevé quoi. Ouais, Sur le ouais non le gripster il a bien fait le taf et puis ouais j'étais vraiment à l'arrêt je pense parce que le pneu ne s'est pas Mais en décollé. plus, c'est ton pneu avec lequel tu avais déjà crevé à l'arrière. Ouais, il y avait une entaille pareil, il y avait une entaille ouais. comme ça dans le truc, il aurait fallu le recoudre le pneu avant de rouler mais Ouais, ça se trouve, ça a crevé au même endroit. Hein. écoute, bah non, là je pense que c'est la valve du coup. Je te dis, Mais il y a la valve plus s'est de peut-être valve. arrachée parce que la chambre a crevé Ah, et que ouais, du ouais, coup, peut-être. elle était plus maintenue en place. Je pense que c'est plus ça l'histoire. Peut-être. Bon, en tout cas, non, j'arriverai un peu mieux préparé. Là, j'aimerais bien reprendre parce que c'est pareil. J'ai plus fait de sport aussi avant parce que j'ai fait une intoxication alimentaire la semaine d'avant. Donc là, j'aimerais bien reprendre un petit peu de sport et être un peu mieux en forme pour la suivante, au moins pour se faire plaisir, quoi. Pas forcément question de résultat parce que je fais 17e, mais il faut savoir que là, à Fublen, il y avait vraiment beaucoup de monde. Un certain Loïc Rombaud qui a roulé devant, un Verag qui a roulé devant. Donc Alex, je crois que c'est, Alexis, ouais. pas Scotty qui. Lui aux Aux États-Unis. States. Donc voilà, devant, j'ai pris un tour et, et ça roulait. Après le Franzoni aussi, qui fait le France féminin, qui m'a mis un tour aussi en deuxième manche, avec son frère d'ailleurs, c'est marrant, les deux, ça me faisait penser un peu à Jet Hunter, tu vois, les deux frères et sœurs, et qui étaient, ils se sont suivis tout le temps. Ok. Aux essais, ils étaient l'un derrière l'autre. En première manche, ils étaient l'un derrière l'autre. En deuxième manche, ils étaient l'un derrière l'autre. C'était drôle. Bon voilà, en tout cas c'était bien dur, mais en un seul morceau et bah ouais, Et la deuxième à Saint-Chéron dans 2 semaines. c'est ça. Et entre-temps, il va y avoir du petit TikTok. Ouais, là ça arrive, là dès ce soir, là on commence à en publier quelques-uns parce que je suis un peu en retard, mais là j'ai tout récupéré, j'ai monté Mais quelques surtout du petits TikTok de la nouvelle déco et tout ça là, dans la Aussi, semaine, ça la va semaine qui arriver, suit, ça là. va arriver, ça. Moi c'est ça que je veux voir. Hein. Ça va arriver. Voir les TikTok de Mister Brab qui fait 17-17, c'est bon. Prendre devant. Alors, dernier segment de ce podcast The Brab Show, épisode 31. On va parler un petit peu du MXGP, puisque comme je l'ai dit, il y avait le MXGP d'Europe à Saint-Jean-d'Angély ce week-end et j'étais sur place. Avec ma petite femme, on a passé un bon week-end, même si on a pris quelques petites averses. Ouais, d'ailleurs, non, j'ai pas aimé, on pourrait dire la météo, même si ça a permis quand même d'avoir une piste dans de bonnes conditions et de belles courses. Pas Ouais, facile, ils ont mais... pas arrosé là-bas du coup. Non, ils n'ont pas eu besoin non plus. Ça, c'est incroyable, ça. mais franchement, les conditions, enfin pour la fin de week-end, les deuxièmes manches, la piste était vraiment nickel, quoi. Et tu vas peut-être pouvoir en parler aussi, parce que toi, tu as fait une course à Fublen. Je ne sais pas si tu as remarqué quoi que ce soit, mais les normes de son ont changé. Il n'y avait pas de sonomètre. Mais non. Il y avait le sonomètre que après les manches, c'est quand ils prennent au hasard et tout. Parce que moi, j'ai aussi un peu cette angoisse par rapport à la ligne de la 2025 là, parce que c'est pareil, j'ai une ligne toute neuve que j'ai depuis un mois qui n'est pas montée sur la moto. J'ai pas eu le temps de la monter encore. De position, ça t'aurait fait 15-15 avec la ligne. Donc j'y suis allé. Mais franchement, il y a des fois, je me disais, purée, je gagnerais un peu en allonge, là, ça me ferait du bien. Mais on sera là pour la suivante. Enfin bref, je me suis dit, j'espère que la ligne, pour le coup, elle est aux normes de la. Je sais que la ligne d'origine, elle l'est. C'est spécifié sur la fiche technique aux nouvelles normes de la fédération. Là, la ligne Yosh, j'espère aussi quoi. Mais Donc, bon, je la me ligne garde. Yosh, c'est une ligne de toute façon, c'est que pour 2025. Ça n'est pas compatible Ouais, avec les 2024. Donc je crois que c'est bon. Et ben, donc du coup, parce que dès le samedi, je me suis dit, j'ai quand même l'impression. Alors après, Saint-Jean-d'Angély, je ne suis pas allé depuis 2011. Donc j'aurais peut-être plus de moyens de comparaison avec mes souvenirs de Ernée lorsque on y sera au mois de mai. Mais j'ai trouvé que effectivement c'était moins bruyant. Quand les motos étaient sur le terrain et tout, tu les entends, mais ouais, j'avais l'impression que le bruit était un peu plus doux et que c'était un petit peu moins bruyant quand même. Il n'y avait pas de vent. Des fois, en fonction de la direction du vent. Le samedi, il y avait aussi, un peu de vent, le dimanche, pas trop. Ouais, je sais pas. Parce que là, c'est passé de quoi? De 114 à 109, c'est ça? Ouais, ouais, ça doit être ça. Ouais. Ouais, 5 décibels de moins. Bah, après, 5 Après, décibels c'est- fois ouais, toutes les motos en groupe, peut-être que on sent une différence. Hein. Je sais pas. Donc, en tout cas, s'il y en a parmi vous qui étaient au Grand Prix de Saint-Jean-d'Angély ou sur un autre Grand Prix ou une autre course cette année, est-ce que vous avez remarqué peut-être que c'était moins bruyant? Moi, je me suis fait la remarque. Je me suis dit, ça fait moins de bruit. Et ça m'est venu après. Bah oui, en même temps, ça a changé de norme. Donc, c'est peut-être ça.
On a eu des Français sur tous les podiums. On a Manofort qui a gagné en 125 ses 2 manches. On a Adrien Petit qui a fait 2 fois deuxième en EMX 250. Sur la Mais privée. alors là, c'est une privée sa moto? Ouais, il est entièrement privé cette saison. Ok. Ah, bah tu vois, parce que je me disais, c'est bizarre qu'il soit sur une 2 temps en fait. Et je me suis dit, bon, c'est un peu la même chose, histoire qu'avec l'Atlantique. Moi, j'aime pas trop le fait d'avoir une 250 de temps avec les 254 temps. Une moto qu'on mettait avant avec les 450, je trouve ça un peu bizarre. Bon, après, de toute façon, la règle le permet, donc Adrien Petit le fait, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ensuite, je me disais quand même, je trouve ça étrange parce que, bon, certes, il va peut-être avoir un peu plus de couple et tout, vu que c'est une 250 de temps, mais il a probablement pas d'injection puisqu'il est sur une YAM. Il n'a pas de démarreur électrique. Donc quand il cale, ça doit être... Alors ça se démarre plus facilement de temps, mais bon, c'est toujours plus long de sortir le kick, mettre 1 ou 2 coups de kick que d'appuyer sur un bouton, quoi. Donc ouais, je trouvais ça bizarre, mais en même temps, à l'entretien et pour les pièces, ça coûte probablement moins cher. Donc si t'es complètement privé, je comprends mieux. Et ouais, super bien roulé. Et tu vois, par exemple, Adrien Petit, il me semble que dans la deuxième manche, il part 5 ou 6 et qu'il remonte 2. Mais le temps qu'il remonte 2, bah, c'est pareil. Il était trop loin, Résulis. Et sur les 2 manches, en fin de manche, il revient. Mais bon, est-ce que Résulis assurait ou est-ce que c'est juste que Adrien Petit était vraiment meilleur sur les fins de course? Je sais pas, j'ai pas trop regardé les chronos. Mais en tout cas, ça nous faisait bien plaisir d'avoir des Français encouragés, même dans les catégories Europe. Bon, Geyser, on a vu les highlights et le championnat. Il a déjà 29 points d'avance après 3 Grands Prix. Ouais. Ça va vite, hein. Ça va vite. Ça va vite. Dans tous les sens. Ouais. Non, ouais, c'est sûr que là, ça fait déjà un bon paquet. Après, bon, l'avantage, c'est aussi enfin, si l'écart s'est fait aussi rapidement, c'est qu'il y a pas mal de points à prendre, quoi. Ils ont la manche qualif, plus les 2 manches qui leur distribuent des points. Donc, ça peut aller vite dans l'autre sens aussi. Mais c'est vrai que, bon, Geyser, il est quand même bon, quoi, le garçon. Donc, ça va pas être quelque chose de facile. Là, j'ai vu le titre d'une interview de Fèvre, j'ai pas pu cliquer dessus, où il disait qu'il faut reprendre des points à Geyser, quoi. Et ouais, mais du coup, il faut finir devant, quoi. C'est clair. Et moi, pour le coup, Geyser, il finit 2 de la manche qualif derrière Lucas Konen. Et le dimanche, il était intouchable. Romain est revenu un petit peu en première manche, mais pas assez pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Et pareil, est-ce que Geyser... Il fait quoi comme résultat, Fèvre, du coup? Fèvre, il fait 2-2. Ok. Mais en qualif, il a fait 5, je crois. 5 ou 6. Ouais. C'était un petit peu plus compliqué. Mais la manche qualif, ils ont eu pas mal de pluie sur leur manche, les MXGP. Samedi, de toute façon, il y a eu pas mal de pluie quand même sur toute la journée. Dimanche, on a eu quelques petites averses, mais qui n'ont pas trop gêné les courses. Mais ouais, samedi, on a eu quand même plus de pluie, plus de vent, plus froid. Mais ça restait des performances solides, même Fèvre, 2 fois deuxième en MXGP, c'était cool. Il nous a donné de quoi crier. Alors, sur le coup, j'étais déçu un peu de Maxime Renault. On l'a pas trop vu du week-end. Pas de super bon départ le dimanche et revenu à chaque fois dans le top 10, même top 5 en deuxième manche. On n'était pas au courant qu'il avait 2 métacarpes cassés. Donc bon, il nous a dit ça lundi. Alors, je suis content qu'ils nous le disent. Tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font même pas. Et lui, mais bon, il a quand même attendu 2 courses, tu vois, parce qu'il s'est cassé les métacarpes le mardi avant l'Espagne. Il s'est fait opérer avant l'Espagne, si je comprends bien tout ce qu'il raconte sur Instagram. Et depuis l'Espagne, il roule avec du coup des plaques dans la main et des os cassés, quoi. En plus, on a vu les radios, il y en a une, elle est cassée en 3, je crois. Mais tu vois, pourquoi est-ce que on arrive à Saint-Jean-d'Angély, c'est déjà la 2e course qu'il fait comme ça et on n'est pas au courant? Quel est l'intérêt? C'est par rapport à la concurrence, ils font ça à chaque fois, tu sais, ils arrivent pour dire qu'il là, il est arrivé en Espagne avec la plaque rouge. Alors, il voulait pas annoncer à la concurrence qu'il était diminué ou je sais pas trop quoi. Moi, c'est pareil, je veux dire, enfin, ils font ça depuis je sais pas combien de temps. Aux US, pareil, ils se sont blessés l'hiver et ils le disent pas. Voilà, il y a 2 sons de cloche. Je sais pas pourquoi ils font ça parce que, enfin. Moi, ça me rendrait pas plus fort que mon concurrent direct me dise qu'il est blessé, tu vois. Et alors, peut-être que psychologiquement,
ça me mettrait peut-être un peu moins de pression, tu vois. Je me dirais, bon, c'est, voilà, lui, voilà, je l'attends, je sais que c'est contre lui, etc. Peut-être qu'au final, ça diminuera un peu la pression de me dire, bon, il est diminué, donc sur le papier, voilà, ça devrait mieux aller pour moi, tu vois. Admettons, on est égal à égal, là, il est diminué. Bon, bah, je peux être plus serein. Et c'est vrai que bah, le stress, ça peut te faire perdre tes moyens. Enfin, je pense que tu vois, un sexton, c'est. Hmm. Donc peut-être qu'un sexton, tu lui dis que Webb il a le pouce en vrac ou qu'il est diminué, bah ça l'apaise d'un côté et il se met moins la pression, il va moins au tapis, tu vois. Peut-être que tout ça, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est ça qui fait qu'ils veulent le garder un peu secret quand ils ont des blessures, des choses comme ça. Mais à la fois, bah, bon, ouais, c'est bien de le dire parce que derrière tout ça, quand tu as des gens qui te suivent, enfin, ça va vite. Hein. Putain, il en met pas une dedans. Au final, il est claqué, Renault. Il avance pas une cacahuète. Et là, regarde, moi le premier, enfin, Vial il gagne pas, je dis je suis déçu de Vial. Après, si tu me dis bah Vial il roule avec un seul genou parce que le deuxième il est en vrac, tu vois, je dirais ah bah c'est beau ce qu'il fait. Bah voilà, Tu vois, ça change tout de de suite le discours. C'est ça. Et ouais, quand j'ai vu MX Actu qui avait mis une photo ou petite vidéo de Renault justement sur une bosse après la deuxième manche où il avait fini cinquième, et il disait cinquième, il a tout donné, et à ce moment-là, j'étais déjà au courant enfin qu'il avait deux métagarbes cassés, et je me dis bah ouais, chapeau. Ouais, surtout Ah, qu'on tu vois, voit, allez voir sur Instagram parce que on voit qu'il roule du coup sur sa poignée avec du scotch, enfin une épaisseur supplémentaire au ouais. milieu. Et tu te dis que ça doit quand même déjà rouler avec une main cassée, ça fait pas du bien. Mais alors en plus avec un gros truc au milieu comme ça, là pour toi tu disais peut-être compenser le gonflement sur le côté ou la voûte de la main un peu, tu vois, il y a une voûte comme ça, peut-être que c'est pour garder cette voûte là. Je sais pas du tout, mais ça doit vraiment pas être agréable et en plus du côté de l'accélérateur quoi. Ouais. Voilà, du coup, obligé de freiner à un seul doigt. Hein, parce que si tes deux doigts d'ici, alors c'est des métacarpes, mais du coup, tu dois pas avoir beaucoup de Ouais, force mais dans de toute ces façon, deux doigts-là. qui freine à deux doigts? Moi, en fin de manche. Non, moi Non, c'est déjà, plus l'embrayage qui est bah mal voilà, de moi prendre je deux prends doigts. l'embrayage et encore, moi j'arrive pas à rouler en mettant deux doigts sur l'embrayage et des fois ça m'énerve parce que je me dis, bah, si je mettais deux doigts sur l'embrayage, justement, j'accrocherais un peu moins le guidon et je congestionnerais peut-être un peu moins, tu vois, sur mon guidon parce que quand j'arrive dans les trous, je peux te dire, je suis comme ça là, Hmm. et ben si j'arrivais à mettre mes Alors deux doigts, attention, ça libère un peu, moi, tu en vois. fin de manche, quand je suis fatigué, j'utilise l'embrayage à deux doigts, mais j'ai plus tout le temps le doigt sur l'embrayage. C'est dès que je l'utilise plus, je remets tout main pleine sur le guidon quand je suis vraiment fatigué. Mm. Bon, donc, mais ouais, tu vois, ça change tout parce que Renault, on est parti de là-bas et je dis à Stouff, Renault, par contre, il a eu un week-end compliqué, c'est dommage, on l'a pas trop vu. Et lundi, je vois ça sur Instagram et je me dis, ah bah ouais, je comprends mieux du coup. Mm. Et d'un seul coup, je suis plus déçu. Je suis déçu qu'il ait la main cassée et qu'il soit diminué parce que c'est dommage pour son championnat. Ça rend les choses plus compliquées, même s'il est loin d'être hors de la bataille pour le titre pour l'instant. Mais, euh, mais ouais, j'étais plus compréhensif et du coup, oui, je suis déçu qu'il soit blessé, mais je suis pas déçu de sa performance, tu vois. Non, c'est Au sûr. contraire, c'est beaucoup plus noble et louable. Mm, mm, Benistan a failli le faire quand même, hein. Il a gagné sa qualif. Et mm. en deuxième manche, bon, on a regardé les highlights, le résumé sur YouTube. Mais je t'invite à regarder le reel que j'ai fait sur la page Instagram parce qu'il est concentré sur Benistan et tous les dépassements qu'il a fait dans la deuxième manche. Et franchement, puis les scrubs qu'il nous faisait sur l'enchaînement de table sur le haut du circuit. Là, il nous a régalé dans la deuxième manche. Après, il en a manqué un petit peu. Adamo a été plus fort. Mm. Adamo, cette année, c'est pas mal. Il avait pas... Donc, c'est la première victoire pour lui depuis 1 an et demi. Et ouais, cette année, déjà la manche qualif en Argentine, j'ai trouvé que c'était bien. Le Grand Prix en Espagne avec la Gadou et tout, les résultats ils comptent, mais j'en tire pas trop de conclusions. Mm. Quoi. Les manches du dimanche, j'ai presque tout regardé en avance rapide parce qu'au final, c'était pas passionnant. Mais donc, ouais, Adamo, ça roule bien. Déçu pour Kaido Wolf qui casse la moto en qualif. Mm. Et je pense que ça l'a un peu handicapé, du coup, sa place sur la grille le dimanche, parce qu'à chaque fois, il était dans le pack dès le départ. Mine de rien, en deuxième manche, il revient fort. Et Sacha Konen. Alors lui, Un peu à l'image de lui, quoi. J'ai l'impression que depuis qu'il est chez les pros, c'est cabane assez souvent, quoi. mais tout le temps aussi violente, parce que là, il en a pris 2 bonnes sur le week-end. Quand même, hein. C'est wow. Un chapeau de se relever à chaque fois. J'espère qu'il est vraiment pas blessé. Mm. Mais ouais, tu peux pas en prendre comme ça tous les week-ends et penser faire les 20 Grands Prix. Hein. Ah, C'est clair. mm. Alors oui, on voit pas sur comme je disais, on voit pas sur la diffusion télé de la manche qualif, mais en fait, il saute dans l'herbe
sur le double en descente, il saute dans l'herbe à droite et du coup il revient sur la piste un peu en catastrophe, puis tout droit dans les ornières et il dégomme les pancartes et déjà là il s'écrase bien fort sur la ligne de départ. Je pense heureusement que c'était un peu boueux parce que ça a fait qu'il a glissé et que ça a dû quand même absorber un peu l'impact. Mais et puis alors ouais, en tête de la deuxième manche dès le départ, heureusement qu'il s'est pas fait rouler dessus, mais il en a pris encore une, ça tape fort sur le dos et tout. Non franchement, il est spectaculaire à regarder, mais ouais, c'est sûr qu'il nous a fait arrêter le cœur 2 fois déjà ce week-end. J'ai eu 2 arrêts cardiaques, c'était Sacha Koenig. Ouais, il a pris deux gros volumes là. Bon, moi, je voudrais quand même parler un petit peu de l'expérience MXGP, ce que c'est d'aller à un Grand Prix. Parce que j'ai fait déjà 6 motocross des nations. Je crois que tu en as fait 5. Il n'y en a qu'un que j'ai fait sans toi, je crois, c'était aux États-Unis. Parce qu'on a fait Saint-Jean d'Angély, de Ernée, l'Angleterre à Matterley et à Seine. Motocross des nations, toujours un régal, je trouve d'y aller. Bon, à Seine, on a pris beaucoup de pluie, mais, ouais. mais un peu moins fun. Mais ça reste toujours une bonne ambiance, une course très stylée, de voir des top pilotes s'affronter en plus par équipe, c'est toujours plus facile. Tu vois, on y va tout le temps avec maman, elle en a un peu rien à faire du cross, mais là, c'est pas compliqué, t'es français, t'encourages la France. Ouais. Donc c'est simple. On a, pour ma part, si je me trompe pas, j'ai fait 18 Supercross de Paris. C'est là qu'on t'es vieux. C'est clair. Depuis 2005, j'ai raté le premier à Lille et j'ai raté. Et en 2020, ils n'en ont pas fait à cause du Covid. Bah, en vrai, de toute façon, j'en ai raté pas beaucoup plus. Non, 2 ou 3 de plus. Hein, parce que le dernier, on l'a fait ensemble. Celui d'avant, tu n'étais pas venu. Et tu as dû en rater peut-être un de plus que ça, mais je ne suis même pas sûr. Ouais. Si, il y en a le premier dans la nouvelle. Non, même pas, on l'avait fait ensemble. Le deuxième jour, on y était allé ensemble. À Paris, à Défense Arena. Donc, ouais, je sais pas exactement, mais il y en a peut-être un de plus que tu as raté. Bref, et par contre, en Grand Prix, c'était que mon deuxième. Tout ça pour dire, je vous donne un petit peu les stats. le pas contexte. Des stats de course, non, enfin, de pilote. Non, mais, et en fait, ce qu'il y a, c'est que, tu vois, 2005, on est allé notre premier Supercross de Bercy avec Papy. Il y avait Andrew Short et Sébastien Tortelli. Et j'étais comme un fou. Et déjà, à la télé et tout, c'était ma course préférée, le Supercross de Bercy. Et Nation Bercy, je préférais quand même Bercy, même si j'aime bien les nations, tu vois. Mais on est arrivé à un stade où, l'année dernière, je trouve que Lawrence, Webb, Roxane n'était pas là l'année dernière en plus. Hein. Les frères Lawrence, Webb, bon, le plateau était un peu. On avait 5 pilotes internationaux en 450, 2 en 250 et ça s'arrêtait à peu près là. Et j'ai trouvé que, surtout chez les 450, tu sentais que c'était une course d'exhibition et qu'il n'y avait rien à gagner pour eux. C'est autant l'année où on avait Tomac et Roxane, je trouvais que eux pour le coup je me suis dit ouais, ils se donnent pour une course où il y a rien à gagner, ils se donnent quand même pour battre l'autre, c'est cool. L'année dernière j'ai trouvé qu'on sentait que non. Et là où je veux en venir, c'est que là c'était 70 € le billet pour le week-end au MXGP. Avec les classes Europe, tu as 5 heures de course, plus de 5 heures de course, et tu as 3 heures de course où c'est juste la catégorie MX2 MXGP, donc catégorie mondiale. Et tu as tous les top pilotes du monde. Il nous manquait Erlings parce qu'il est blessé, mais tu vois, tu n'as pas juste les pilotes qui acceptent de le faire. Et ils jouent là leur championnat, donc les mecs se donnent, quoi. Donc tu as une vraie course et tu as beaucoup de courses pour 65 €. Et là où je veux en venir, c'est que tu vois, moi je suis déçu parce que le Supercross de Paris, cette année, les places en catégorie 2, elles passent à 90 balles. Et j'en parle parce que Ernée, il y a encore Ernée la fin du mois de mai, et jusqu'au 31 mars, les places sont à 65 € pour le week-end. Et moi, cette année, j'aurais fait Saint-Jean-de-Lez, je vais faire Ernée, mais tu vois, je vais faire l'impasse sur le Supercross de Paris. Le truc qui peut me faire aller au Supercross de Paris, et j'avoue, je baisse mon froc et je fais la victime, mais c'est s'il y a Tomac qui vient, parce que je sais que Tomac, s'il vient, c'est probablement son dernier SX de Paris. Et si je peux le voir une dernière fois rouler, j'aimerais saisir cette opportunité. Mais tu vois, à moins qu'il y ait Tomac, Supercross de Paris cette année, pour 90 €, j'y vais pas. Ouais. Et 90 € en plus, c'est la catégorie 2. Si tu es du genre à payer une catégorie 1, tu es à plus de 110 €, je crois. Si tu veux le premier rang, c'est encore plus cher. Mais de toute façon, je trouve que c'est même pas le plus intéressant parce que tu n'as pas une bonne vue d'ensemble. Et donc, ouais, moi, je trouve ça dommage que... Enfin, pour ceux qui aiment en fait les courses, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller au Supercross de Paris, mais s'il y en a parmi ceux qui nous suivent qui n'ont jamais été à un Grand Prix, sachez que... C'est mon cas.
Bah, ça, mais bon, c'est en même temps que la course à Saint-Vite, donc je pense que Ernest, tu viendras pas non plus. Mais allez voir un Grand Prix. Alors oui, il y a la route quand même. Enfin, nous, c'est vrai que le Supercross de Paris, on est juste à côté de Paris, on y va en métro, donc c'est pratique. Il y a la route, il y a le logement à payer, donc ça s'ajoute au coût du billet. Mais au niveau du prix du billet, tu as quand même une super expérience pour pas si cher au final. En fait, c'est que quand tu compares par rapport à une place de concert ou à une place de Supercross de Paris ou quoi, bah, 65 € pour ton week-end, tu as 2 jours de course, c'est pas si cher, je trouve. Et donc, ouais, au Supercross de Paris, là, j'ai pas compté les essais, j'ai compté que des manches, hein, donc je compte pas les essais au Supercross de Paris. Le show dure 3 heures. Donc, je vous laisse faire les calculs. Comme je vous ai dit, j'adore la course du Supercross de Paris. Je suis pas là pour la critiquer, la descendre. Mais donc, le show dure 3 heures. Et à un Grand Prix, vous avez 3 heures où c'est des courses que la catégorie mondiale. Je parle même pas des catégories Europe parce que là, on arrive à plus de 5 heures de course. Donc ouais, moi, je trouve que la valeur que tu as pour l'argent que tu dépenses est vraiment très intéressante au niveau des Grands Prix. Et s'il y en a parmi vous, comme Mr. Wrap, qui n'ont jamais fait de Grand Prix, en plus, Ernest, fin mai, on devrait avoir du beau temps. Réfléchissez-y parce que ça peut valoir le coup. Et il n'est pas sponsorisé. Hein, et même pas. Personne qui lui donne de l'oseille, c'est lui qui le dépense. Non, hein, moi je le dépense, mais ouais, c'est sûr que Ernest, je vais y aller. En plus, cette fois, on devrait avoir Air Links. J'espère que personne ne se fait mal et qu'on va avoir un Fèvre, un Renault au top de leur forme et un Bénistan aussi en 250 et qu'on va pouvoir encore crier derrière nos pilotes français, quoi. Puis ça faisait plaisir, et encore une fois, pas pour critiquer parce que je trouve qu'ils ont fait un très bon boulot au niveau des speakers, les nouveaux speakers cette année au Supercross de Paris. Mais ça faisait plaisir de retrouver Francis Magnanou aux commentaires sur une épreuve de motocross. C'est marrant qu'il continue de faire ça, mais pas le Supercross de Paris, quoi. Ouais, il avait expliqué un petit peu le raisonnement. Il était passé sur le live MX Réflexion sur pourquoi il arrêtait le Supercross de Paris. Donc, je vais pas tout paraphraser parce que de toute façon, allez voir leur vidéo et vous saurez plus exactement. Mais il disait en gros qu'il voulait pas faire celle de trop. Après, est-ce qu'il y a des choses qu'il dit pas quand même? Je sais pas, hein, vis-à-vis du Supercross de Paris, l'organisation, peut-être les gens avec qui il travaille, peut-être qu'il en avait marre. J'en sais rien, hein, peut-être je spécule complètement. Mais après, j'y réfléchissais aussi. Un Supercross de Paris, je trouve que ça doit peut-être être plus fatigant pour lui parce que il est tout le temps à courir d'un côté du stade, grimper sur la bosse de freestyle, il redescend, il va voir de ce côté-là du stade, est-ce que vous aimez les jolies filles? De ce côté-là, est-ce que vous aimez les cadeaux? Est-ce que vous voulez vous mettre la tête à l'envers et tout? Il n'y a même plus de pop-pom girl. Non, il n'y en a même plus. On paye plus cher, on voit même plus de fesses, quoi. C'est n'importe quoi. C'est le monde à l'envers, ils n'ont rien compris. Mais tu vois, les commentaires d'un MXGP, à un moment donné, il était près de la ligne de départ. Ensuite, je crois qu'il est allé dans la skybox. Il y avait le deuxième speaker qui lui était dans une autre cabine tout en haut du circuit où il avait une vue d'ensemble sur la partie gauche. Et ça s'arrêtait là. Et en fait, tu le vois presque pas, Francis. Il est quelque part, mais d'où tu es toi en tant que spectateur, tu le vois presque pas. Que quand tu es au Supercross de Paris, tu le vois courir partout et tout. Donc, il y a moyen que ce soit quand même plus fatigant aussi de faire un Supercross de Paris que de faire un MXGP. Bon, c'est à peu près tout. Hein. Je crois. On est sur presque 2 heures. Donc, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis si vous êtes toujours avec nous. Et on vous retrouve... On vous retrouve la semaine prochaine pour parler du Supercross dont on ne sait pas où. Mais on parlera, quoi qu'il en soit, de la 11e épreuve du championnat Supercross US. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas fait, petit pouce bleu et dans les commentaires, votre pronostic Supercross champion 450, 250 Est, 250 Ouest pour gagner la tenue 200% perso MGT Design Racewear. Merci à MGT Design et la déco avec le chat de Jérémy. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Là, c'est tout.